Jonas Wade a sauté dans les flots. Il n'a pas réfléchi, il a juste sauté. L'eau était noire et menaçante. Elle déferlait sur Silver Creek, comme si Dieu lui-même s'était mis en colère. Et quelque part dans cette obscurité, un enfant criait. Il avait perdu son propre fils dans une inondation il y a 6 ans. Il n'était pas à la maison quand c'est arrivé. Depuis, il portait cette culpabilité comme une pierre dans sa poitrine. Mais ce soir, il était là. Ce soir, il pouvait l'atteindre. Si vous voulez voir ce qui arrive quand un homme brisé et une enfant silencieuse réapprennent à se faire confiance, restez avec moi jusqu'à la fin. Abonnez-vous et laissez un commentaire avec le nom de votre ville. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyagera. La pluie a commencé à l'heure du dîner. Jonas Wade finissait une série de fers à cheval quand il a entendu le premier grondement. Il s'est arrêté, le marteau levé, et a regardé vers l'ouest. Le ciel était dégagé 1 heure plus tôt. Maintenant, il devenait noir et vert, le genre de couleur qui rendait les chevaux nerveux et qui faisait prier les anciens. « Ça va être une sale tempête », marmonna-t-il pour lui-même. Il posa le marteau et se dirigea vers l'entrée de sa forge. Le vent s'était levé, vif et soudain, transportant l'odeur de la terre mouillée et autre chose. Quelque chose qui n'allait pas. Silver Creek se trouvait au fond d'une douce vallée, alimentée par une rivière qui se tenait tranquille la plupart de l'année. Mais quand les orages d'été descendaient des montagnes, cette rivière se souvenait de sa nature sauvage. Jonas avait vu cela se produire 2 fois auparavant. Les 2 fois, des jets avaient tout perdu. Il était en train de fermer les portes de la forge quand le shérif Tom Brennan est arrivé au galop, la pluie rendant déjà son manteau glissant. « Jonas, Tom, qu'est-ce qui ne va pas? » Les Callahan. Brennan descendit de son cheval, le visage sombre. « La nouvelle famille est arrivée le mois dernier. Ils ont ouvert le magasin général sur la rue Main. Je les connais. Je leur ai vendu des clous la semaine dernière. Une petite fille aux cheveux roux. C'est eux. Ils sont allés chez les Henderson cet après-midi pour échanger des marchandises. » Brennan essuya la pluie de ses yeux. Ils ne sont pas revenus et la rivière monte vite. Jonas sentit quelque chose de froid s'installer dans son ventre. À quelle vitesse? Assez vite pour que le pont soit déjà sous l'eau. Alors ils ne peuvent pas traverser. C'est bien ce que je crains. La mâchoire de Brennan se serra. J'ai besoin d'hommes qui savent monter à cheval. Tu as toujours cette corde que tu utilises pour sortir le bétail de la boue? Jonas était déjà en mouvement. Je vais chercher mon cheval. Mais ils trouvèrent le chariot 20 minutes plus tard, ou ce qu'il en restait. Le pont avait cédé et le chariot des Callahan avait été emporté avec. Jonas vit l'épave le premier, coincé contre un enchevêtrement d'arbres tombé, à moitié submergé dans une eau qui rugissait comme une créature vivante. « Seigneur Dieu » souffla Brennan. Jonas sauta de son cheval et courut vers la rive. La pluie tombait maintenant à l'horizontale, lui cinglant le visage, mais il s'en fichait. Il scrutait l'eau, cherchant un mouvement, cherchant n'importe quoi. « Là !» cria quelqu'un. « Sur le toit du chariot !» Jonas la vit. Une petite silhouette agrippée à ce qui restait de la bâche du chariot, à peine visible dans l'obscurité. L'eau s'acharnait sur l'épave, essayant de la détacher. « Ça ne tiendra pas longtemps, » dit Brennan. « Tout ça va lâcher. » Jonas était déjà en train de nouer la corde autour de sa taille. « Mais qu'est-ce que tu fabriques? » Brennan lui attrapa le bras. « Si tu vas là-dedans, tu es mort. » « Elle a 8 ans, Tom. Et tu es le seul forgeron à 50 miles à la ronde. La ville a besoin de toi. » Jonas le regarda, et quelque chose dans ses yeux fit que Brennan lâcha prise. « Mon garçon avait 4 ans, dit Jonas calmement. Quand l'inondation l'a emporté, je n'étais pas là. Je travaillais, toujours en train de travailler. » Il termina le nœud. « Je suis là maintenant. » Avant que Brennan ne puisse protester, Jonas Wade entra dans l'eau. Le froid le frappa comme un poing. Le courant le saisit immédiatement, essayant de le faire tourner, de le tirer vers le fond. Il lutta, les bras et les jambes en feu, donnant des coups de pied contre la force d'une rivière qui le voulait mort. La fille le vit arriver. Elle ne cria pas, ne pleura pas. Elle le regardait simplement avec des yeux qui semblaient trop vieux pour son visage, comme si quelque chose en elle avait déjà abandonné. « Tiens bon !» cria Jonas par-dessus le vacarme. « J'arrive !» Le chariot bougea, le métal gémit, les mains de la fille glissèrent et elle chercha une meilleure prise. Ses doigts étaient blancs sur la toile mouillée. Jonas poussa plus fort. Ses épaules hurlaient, ses poumons le brûlaient.
La corde autour de sa taille le tirait, mais c'était aussi la seule chose qui l'empêchait d'être complètement emporté. 10 pieds, 5 pieds. Le chariot tangua de nouveau, s'inclinant brusquement sur le côté. La file perdit sa prise. Jonas se jeta en avant. Sa main se referma sur son poignet juste au moment où le courant l'emportait. Elle était petite, plus légère qu'il ne s'y attendait, mais l'eau la voulait ardemment. Elle les tirait tous les deux, affamés et implacables. « Je te tiens, haleta Jonas. Je te tiens. Accroche-toi à moi. » Elle ne dit rien, n'émit aucun son, mais ses bras s'enroulèrent autour de son cou avec une force qui le surprit, et elle s'agrippa comme si sa vie en dépendait. Parce que c'était le cas. « Tirez !» cria Jonas vers la rive. « Tirez-nous !» La corde se tendit. Jonas se sentit traîner en arrière à travers l'eau. La file se pressa contre sa poitrine, son visage enfoui dans son épaule. Le courant leur résista à chaque centimètre, mais les hommes sur la rive étaient plus forts et, pied par pied, ils se rapprochèrent de la terre ferme. Quand les bottes de Jonas trouvèrent enfin prises sur la rive boueuse, il s'effondra sur les genoux, tenant toujours la fille. Elle n'avait pas desserré son étreinte, n'avait pas émis un son. Brennan fut là immédiatement, jetant une couverture sur eux deux. « Ses parents », réussit à dire Jonas. Le visage de Brennan disait tout. « Bon sang ». Jonas ferma les yeux. « Bon sang ». La fille n'avait toujours pas parlé. Elle s'accrochait simplement à Jonas Wade comme s'il était la seule chose solide qui restait dans un monde qui venait d'emporter tout le reste. Ils l'amenèrent à la forge de Jonas. C'était le bâtiment le plus proche avec un feu déjà allumé, et la fille avait besoin de chaleur rapidement. Elle tremblait si fort que ses dents claquaient, mais elle n'avait toujours pas émis un son. Pas un mot, pas un gémissement, pas même un cri. Jonas l'enveloppa dans toutes les couvertures qu'il avait et l'assit sur le banc près de la forge. Le feu crépitait et pétillait, projetant une lumière orangée sur son visage pâle. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il doucement. Elle le regarda avec ses yeux trop vieux et ne dit rien. « Tu m'entends » Un petit hochement de tête. « Tu peux parler » Aucune réponse. Le shérif Brennan se tenait à l'entrée, son chapeau à la main, de l'eau dégoulinant de son manteau. « Le docteur Finch est en route. Nous avons retrouvé les parents en aval. Ils n'ont pas survécu. » Jonas sentit sa mâchoire se contracter. Est-ce qu'elle sait? Elle était sur ce chariot avec eux quand il a basculé. Elle a tout vu. Jonas regarda de nouveau la fille, âgée de 8 ans, qui avait vu ses parents se noyer, s'était accrochée à une épave dans le noir pendant que le monde essayait de la tuer. Et maintenant, elle ne parlait plus. « Comment s'appelle-t-elle » demanda Jonas. « Ruby. Ruby Ann Callahan. » Brennan fit une pause. Il venait du Missouri. Je ne sais pas s'ils ont de la famille. Quelqu'un devra le découvrir. « Oui. » Brennan changea de pied. « En attendant, elle a besoin d'un endroit où rester. La pension de famille est pleine de réfugiés de l'inondation, et Madame Price n'a pas vraiment la fibre maternelle. » Jonas sut ce qui allait arriver avant que Brennan ne le dise. « Non. Juste pour ce soir, Jonas, jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Je ne suis pas fait pour m'occuper d'un enfant. Tu viens de sauter dans une inondation pour la sauver. C'est différent. Vraiment. » Brennan le regarda fixement. « Elle n'a personne en ce moment. Personne sauf l'homme qui l'a sortie de l'eau. Tu vas vraiment la mettre à la porte? » Jonas voulait dire oui. Il voulait dire qu'il avait déjà perdu un enfant et ne pouvait supporter d'être responsable d'un autre. Il voulait dire que quelque chose en lui était brisé depuis 6 ans et qu'il n'était pas sûr que ça puisse un jour être réparé. Mais la fille le regardait, ses yeux verts vides et en attente, comme si elle s'attendait à ce qu'il s'en aille, comme tout le monde. « Une ouette » dit finalement Jonas. « C'est tout. » Brennan hocha la tête, un soulagement fugace sur son visage. « Je reviendrai à la première heure demain matin. On trouvera une solution. » Il partit, et Jonas se retrouva seul avec une enfant silencieuse et l'écho d'une promesse qu'il savait déjà ne pas pouvoir tenir. Le docteur Finch arriva 1 heure plus tard, un homme aux cheveux gris avec des mains douces et des yeux fatigués. « Choc physique », dit-il après avoir examiné Ruby. « Quelques contusions, quelques égratignures, mais rien de grave, le corps va bien. » « Et le fait qu'elle ne parle pas ?» Finch soupira, baissant la voix pour que la fille ne puisse pas l'entendre. « J'ai déjà vu ça pendant la guerre. Des soldats qui avaient vu des choses qu'aucun homme ne devrait voir. Parfois, l'esprit se protège en coupant ce qu'il ne peut pas traiter. »
Donc elle ne peut pas parler. Elle le peut. Elle choisit de ne pas le faire. Ou plutôt, son esprit choisit pour elle. Finch rangea sa sacoche. Ça pourrait durer quelques jours. Ça pourrait durer des mois. Ça pourrait durer des années. Impossible de le dire. Jonas se frotta le visage. Qu'est-ce que je dois faire? Sois patient, sois stable. Ne la force pas à parler. Laisse-la y venir à son propre rythme si jamais elle le fait. Finch s'arrêta à la porte. Tu lui as sauvé la vie ce soir, Jonas. C'est important. Mais sauver son corps, c'était la partie facile. Le plus dur commence maintenant. Après le départ de Finch, Jonas s'assit en face de Ruby, le feu entre eux. Elle avait cessé de trembler, mais ses yeux ne cessaient de se porter vers la porte, la fenêtre, les ombres dans les coins, comme si elle attendait que l'eau revienne. « Tu as faim? » demanda Jonas. Aucune réponse. Il se leva et trouva du pain et de la viande séchée. Rien d'extraordinaire, mais c'était de la nourriture. Il posa le tout sur le banc à côté d'elle. « Tu n'es pas obligé de parler, dit-il, bon, mais tu dois manger. » Marché conclu. Elle regarda la nourriture, puis lui. Puis, lentement, elle prit le pain et en mangea une petite bouchée. C'était la première chose qu'elle faisait depuis qu'il l'avait sortie de l'eau, le premier signe qu'il y avait encore quelqu'un derrière ses yeux vides. Jonas se rassit et la regarda manger. Et quelque chose dans sa poitrine bougea. Quelque chose qu'il pensait que le chagrin avait tué il y a des années. L'espoir, ou quelque chose qui y ressemblait. Le matin arriva, gris et humide, la pluie tombant toujours mais plus doucement maintenant. Jonas avait dormi sur sa chaise, ou du moins avait essayé. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait l'eau. Il entendait le rugissement, sentait le froid. Ruby avait dormi sur son lit de camp, recroquevillée en une si petite boule qu'elle formait à peine une bosse sous les couvertures. Il était allé la voir 2 fois pendant la nuit, s'assurant qu'elle respirait toujours, qu'elle était toujours là. Maintenant, elle était réveillée, assise, le regardant avec ses yeux trop vieux. « Bonjour, dit-il. »« Rien. La pluie se calme. C'est une bonne chose. » Toujours rien. Jonas soupira et se leva pour attiser le feu. « Le shérif va bientôt passer. On trouvera une solution. On trouvera ta famille, si tu en as. » Au mot « famille », quelque chose vacilla sur le visage de Ruby. De la douleur peut-être, ou de la peur. « Tu as des tantes, des oncles, des grands-parents? » Elle secoua la tête. « Personne. » Une pause, puis un autre signe de tête négatif. Jonas sentit son estomac se nouer. 8 ans, pas de parents, pas de famille, pas de voix. « Bon, dit-il, et le mot sortit plus rauque qu'il ne l'avait voulu. On trouvera une solution. » Il lui tendit une tasse d'eau et elle la prit, buvant lentement, le regardant par-dessus le bord. On frappa à la porte, ce qui les fit sursauter tous les deux. « Jonas, c'est Brennan. »« Entre. » Le shérif entra, tapant la boue de ses bottes. Son visage était sombre. « Bonjour, Ruby, » dit-il doucement. « Comment te sens-tu? » Elle ne répondit pas. Brennan regarda Jonas. « Elle a dit quelque chose? » « Pas un mot. » Le docteur a expliqué. « Oui. » Brennan soupira et s'assit lourdement sur un tabouret. « On a envoyé un message par télégraphe pour essayer de trouver de la famille, mais ça pourrait prendre des semaines. Et en attendant... » Il écarta les mains. « En attendant, quoi? » Elle a besoin d'un endroit où rester, un vrai. La pension de famille. Madame Price ne veut pas la prendre. Elle dit qu'elle n'est pas équipée pour les enfants, surtout ceux qui ne parlent pas. L'église. Le révérend Cole a de la place, mais sa femme est malade. Il ne peut pas prendre une charge supplémentaire en ce moment. Jonas vit où cela menait. Non, Jonas. J'ai dit non, Tom, je ne peux pas. Tu ne peux pas ou tu ne veux pas? Les deux. Jonas se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. Je ne suis pas faite pour ça. J'ai perdu mon propre garçon. Je ne sais pas comment... Il s'arrêta, conscient que Ruby les regardait. Brennan se leva aussi, se rapprochant, baissant la voix. « Je sais ce qui s'est passé au Kansas. Je sais ce que tu portes sur tes épaules. Mais cette fille n'a personne, Jonas. Personne, sauf l'homme qui l'a sortie de cette eau. Ça ne fait pas de moi son père. Non, mais ça fait de toi sa seule chance en ce moment. » Ils se regardèrent fixement. Le feu crépitait. La pluie tambourinait sur le toit. Ruby se leva du lit de camp. Les 2 hommes se tournèrent pour la regarder. Elle se dirigea vers la table où Jonas avait laissé son travail de la veille.
Parmi les fers à cheval à moitié finis et les clous en fer, il y avait un morceau de charbon de bois et un bout de papier qu'il utilisait pour ses croquis. Elle prit le charbon et commença à dessiner. Jonas et Brennan regardèrent en silence l'image prendre forme. Un homme sautant dans l'eau, un enfant s'accrochant à une épave. Le même homme tirant l'enfant en sécurité. Quand elle eut fini, elle leva le papier et regarda directement Jonas. Sa gorge se serra. Elle ne pouvait pas parler, mais elle lui disait exactement ce dont elle se souvenait, exactement qui l'avait sauvée, exactement avec qui elle voulait rester. Juste jusqu'à ce qu'on trouve sa famille, s'entendit dire Jonas. C'est tout. Brennan hocha la tête et Jonas surprit la plus faible trace d'un sourire. C'est tout ce que je demande. Après le départ du shérif, Jonas se rassit en face de Ruby. Elle tenait toujours le dessin, mais maintenant elle le regardait, attendant. D'accord, dit-il doucement. Voici le marché. Je ne suis pas doué avec les enfants. Je ne sais pas ce que je fais, mais je t'ai gardé en vie la nuit dernière, et je suppose que je peux continuer à le faire jusqu'à ce qu'on trouve tes proches. Elle hocha la tête une fois. Tu n'es pas obligé de parler, mais tu dois manger quand je te donne à manger, dormir quand je te le dis et rester là où je peux te voir. Tu peux faire ça? Un autre hochement de tête. Bien. Il se leva brusquement, ne sachant que faire de ses mains. J'ai du travail à finir. Tu peux t'asseoir près du feu si tu veux. Reste au chaud. Il se retourna vers sa forge, prit son marteau et essaya de prétendre que son monde entier ne venait pas de basculer. Derrière lui, Ruby s'assit près du feu, serrant son dessin. Dehors, la pluie continuait de tomber. Et quelque part dans les cendres de la nuit précédente, quelque chose de nouveau avait commencé à pousser. L'après-midi, toute la ville était au courant pour les Callahan. C'étaient de bonnes personnes, d'après ce que Jonas avait entendu. Travailleurs, honnêtes, venus à Silver Creek pour un nouveau départ. Comme la plupart des gens ici. Ils avaient une petite fille qu'ils adoraient. Une rousse qui dessinait toujours, posait toujours des questions, parlait toujours, jusqu'à maintenant. Madame Cordelia Whitfield passa la première. C'était la femme du plus grand éleveur du comté, une femme aux yeux vifs et au cœur tendre. Elle essayait de se cacher derrière de bonnes manières. Monsieur Wade, elle se tenait à l'entrée, un panier au bras. J'ai entendu ce que vous avez fait la nuit dernière. J'ai juste fait ce qu'il fallait faire. Vous avez sauté dans une inondation pour sauver une enfant que vous n'aviez jamais rencontrée. C'est plus que ce qu'il fallait faire. Elle regarda par-dessus son épaule vers l'endroit où Ruby était assise près du feu. Puis-je entrer? Jonas s'écarta. Cordelia s'approcha lentement de Ruby, comme on approcherait un animal effrayé. Elle s'agenouilla, sa belle robe touchant le sol sale sans se plaindre. « Bonjour, ma chérie. Je m'appelle Cordelia. Je t'ai apporté quelques affaires. » Elle ouvrit le panier. À l'intérieur se trouvaient des vêtements, une petite robe bleue avec des boutons blancs, des bas, une paire de chaussures qui semblaient de la bonne taille. « Celles-ci appartenaient à ma nièce, » dit doucement Cordelia. « Elles sont devenues trop petites pour elle, mais je les ai gardées. J'ai pensé que tu pourrais peut-être en avoir besoin. » Ruby regarda les vêtements, puis Cordelia. Sa main se déplaça vers le charbon qu'elle tenait toujours et elle commença à dessiner sur une nouvelle feuille de papier. Cordelia attendit patiemment. Quand Ruby eut fini, elle leva le dessin. Il montrait une femme donnant des vêtements à une fille. La femme souriait. « Je suis encore prête à sourire, » dit doucement Cordelia. « Ce n'est pas grave. Tu n'as pas à être prête. » Elle se leva et se tourna vers Jonas, son expression devenant plus sérieuse. « Monsieur Wade, puis-je vous parler en privé? » Ils sortirent. La pluie s'était calmée en une bruine, et le ciel montrait des touches de bleu essayant de percer. « La ville parle, » dit doucement Cordelia. « La ville parle toujours. C'est différent. Un forgeron célibataire qui garde une petite fille. Les gens vont poser des questions. Laissez-les poser. Je ne suis pas votre ennemi, Monsieur Wade. J'essaie de vous aider. » Elle le regarda droit dans les yeux. « Si vous comptez la garder, même temporairement, vous devez le faire dans les règles. Des papiers, une tutelle légale. Sinon, quelqu'un pourrait venir et vous l'enlever. Elle n'est pas à moi. Peut-être pas, mais en ce moment, c'est à vous de la protéger. Et la protéger signifie suivre les règles, même celles qui n'ont pas de sens. » Cordelia fit une pause. « Je peux aider. Je connais des gens. Mon mari a de l'influence auprès du juge territorial. Si vous avez besoin de références, vous les aurez. » Pourquoi?
Vous ne me connaissez même pas. L'expression de Cordelia s'adoucit, et pendant un instant, Jonas vit quelque chose de triste derrière son apparence respectable. J'ai perdu 3 enfants avant leur naissance. Je n'ai jamais pu en tenir aucun dans mes bras. Elle regarda de nouveau vers l'entrée où Ruby était visible, toujours en train de dessiner. Cette fille a besoin de quelqu'un qui n'abandonnera pas. Vous avez sauté dans une inondation pour elle. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Jonas ne savait pas quoi dire. Pensez-y, dit Cordelia. Quand vous serez prêt, venez me trouver. Elle partit et Jonas resta sous la bruine, la regardant s'éloigner. Quand il retourna à l'intérieur, Ruby tenait un nouveau dessin. Il montrait un homme debout sous la pluie, l'air confus. Malgré tout, Jonas faillit sourire. Oui, dit-il, ça résume assez bien la situation. Ce soir-là, Jonas prépara un ragoût. Ce n'était pas grand-chose. De la venaison, des pommes de terre et un oignon qui avaient connu des jours meilleurs. Mais c'était chaud et nourrissant. Et Ruby en mangea 2 bols sans qu'on le lui demande. Ils s'assirent près du feu ensuite, le silence entre eux différent maintenant, moins vide, plus comme le silence entre 2 personnes qui n'avaient pas besoin de le combler. « Tu es déjà venu dans le Wyoming ?» demanda Jonas. Ruby secoua la tête. « C'est un pays rude, chaud en été, froid en hiver, la pluie arrive quand on ne s'y attend pas et reste absente quand on en a besoin. » Il remua le feu. « Mais c'est un pays honnête, il ne prétend pas être ce qu'il n'est pas. » Ruby prit son charbon et son papier et commença à dessiner. Jonas la regarda travailler. Ses mains bougeaient rapidement, sûrement, comme si elle avait dessiné toute sa vie, ce qui était probablement le cas. Quand elle eut fini, elle le lui montra. C'était une maison, simple, petite, mais avec 2 silhouettes debout devant. Un homme et une fille. « C'est ce que tu veux ?» demanda Jonas doucement. « Une maison. » Elle le regarda avec ses yeux verts, et juste un instant, il vit quelque chose vaciller derrière le vide. L'espoir ou quelque chose qui y ressemblait. « Je ne peux pas te promettre ça, » dit-il honnêtement. « Je ne suis pas doué pour les promesses, j'en ai brisé trop. » Il fit une pause. « Mais je peux te promettre ceci. Tant que tu seras ici, je te garderai en sécurité. Je m'assurerai que tu sois nourri, au chaud et au sec, et je ne partirai pas. » Ruby pencha la tête, l'étudiant comme si elle essayait de savoir s'il était sérieux. Puis elle fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis qu'il l'avait sorti de l'eau. Elle se rapprocha. Pas complètement, juste de quelques centimètres, mais assez. Assez pour dire qu'elle commençait à le croire. Jonas sentit cette fissure dans sa poitrine s'élargir. Cet espoir qu'il avait cru mort, se frayant un chemin pour revenir à la vie. « Très bien alors, » dit-il d'une voix bourrue, détournant le regard avant qu'elle ne puisse voir ses yeux s'embuer. « Il est temps d'aller au lit. On a du travail à faire demain. » Ruby hocha la tête et se dirigea vers le lit de camp qu'il avait installé pour elle dans le coin. Elle se glissa sous les couvertures, serrant toujours son charbon et son papier. Jonas recouvrit le feu de cendre et s'assit sur sa chaise, regardant les ombres danser sur les murs. Dehors, la pluie avait enfin cessé. Demain serait clair. Mais ce soir, dans la forge d'un forgeron à la lisière d'une petite ville, 2 âmes brisées s'étaient trouvées, et peut-être que c'était suffisant pour commencer. 3 jours passèrent avant que Ruby ne dessine quelque chose qui ne concernait pas Léo. Jonas la trouva assise près de la forge, le charbon se déplaçant rapidement sur le papier. Et quand elle le leva, il vit un cheval. Pas en train de se noyer, pas en train de fuir une inondation, juste debout là, calme et fort. « C'est un beau cheval, » dit-il. Elle hocha la tête et continua de dessiner, ajoutant un homme debout à côté, grand, les épaules larges, tenant un marteau. Jonas sentit sa gorge se serrer. « C'est censé être moi. » Un autre hochement de tête. « Tu es trop gentil. »« Je ne suis pas si beau. » Quelque chose vacilla sur son visage. Pas tout à fait un sourire, mais presque. C'était un progrès. Le shérif Brennan passa cet après-midi-là, chapeau à la main, l'air mal à l'aise. « Des nouvelles de sa famille ?» demanda Jonas. « C'est de ça que je suis venu parler. » Brennan jeta un coup d'œil à Ruby, qui les observait tous les deux avec ses yeux trop vieux. « On devrait peut-être sortir. » Ils se dirigèrent vers l'entrée. Le soleil d'été était intense. La boue de l'inondation séchait déjà et se craquelait. « On a eu une réponse de Saint-Louis, » dit Brennan doucement. Les Callahan avaient des dettes, devaient de l'argent à quelques personnes, mais plus important, ils avaient un magasin.
des marchandises générales d'une valeur considérable. Qu'est-ce que ça a à voir avec Ruby? Le père avait un frère, un homme nommé Victor Callahan. Il a posé des questions. Il veut savoir pour la succession, la propriété, l'inventaire. Brennan fit une pause. Et la fille. Jonas sentit quelque chose de froid s'installer dans son ventre. Il veut Ruby. Je ne sais pas encore, mais il pose des questions. Et poser des questions signifie généralement vouloir. Elle ne le connaît pas. Elle n'a jamais mentionné d'oncle. Elle ne mentionne rien, Jonas. C'est ça le problème. Brennan remit son chapeau. Je te dis juste ce que je sais. Victor Callahan rôde, et s'il a un lien de sang, les choses pourraient se compliquer. À quel point? Assez compliqué pour que tu veuilles peut-être penser à rendre cet arrangement officiel. Des papiers, une tutelle légale, quelque chose qui te donne une position si ça en vient à une dispute. Jonas regarda Ruby, qui dessinait toujours, la tête penchée sur son papier. J'y réfléchirai, dit-il. Ne réfléchis pas trop longtemps. Ces choses-là vont plus vite qu'on ne le pense. Après le départ de Brennan, Jonas retourna à l'intérieur. Ruby leva les yeux de son dessin. « Tu as entendu quelque chose de tout ça? » demanda-t-il. Elle leva un nouveau papier. Un homme avec un insigne parlant à un homme avec un marteau. Dans le coin, une petite silhouette aux cheveux roux qui regardait. « Tu entends tout, n'est-ce pas? » Elle hocha la tête. « Tu sais que tu as un oncle, un homme nommé Victor. » Quelque chose changea sur son visage. Le vide se modifia et, juste une seconde, Jonas vit de la peur. Elle secoua la tête fort, vite. « Tu ne le connais pas ou tu ne veux pas le connaître? » Elle attrapa une feuille de papier fraîche, dessina rapidement. Un homme en costume, élégant, mais ses yeux étaient froids, vides. Elle le leva et secoua de nouveau la tête. « Tu l'as déjà rencontré. » Un hochement de tête. « Et tu ne l'aimes pas? » Un autre hochement de tête, plus emphatique cette fois. Jonas s'accroupit à son niveau. « Ruby, écoute-moi. Je ne laisserai personne t'emmener où que ce soit où tu ne veux pas aller. Tu comprends? » Elle l'étudia un long moment, puis elle tendit la main et toucha la sienne. Juste une seconde, juste assez. C'était la première fois qu'elle initiait un contact depuis la nuit où il l'avait sortie de l'eau. Jonas sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine. Quelque chose qu'il pensait que le chagrin avait scellé il y a des années. « Très bien, alors, » dit-il d'une voix bourrue en se relevant. « On a du travail à faire. Tu veux aider? » Elle hocha la tête et le suivit dans la forge. Le lendemain matin, Jonas emmena Ruby en ville. Elle était restée enfermée dans la forge pendant des jours, et il se dit que l'air frais lui ferait du bien. De plus, il avait besoin de provisions. Et si les gens devaient parler, autant qu'ils aient quelque chose de réel à se mettre sous la dent. Les rues étaient animées par les travaux de nettoyage après l'inondation. Des hommes transportaient des débris, des femmes étendaient du linge, des enfants couraient entre les chariots, inconscients de la destruction qui les entourait. Ruby marchait près de Jonas, sa main agrippant l'ourlet de sa chemise. Chaque bruit fort la faisait sursauter. Chaque éclaboussure d'eau la figeait. « Doucement, » murmura Jonas. « Je te tiens. » Ils arrivèrent au magasin général sans incident. Madame Price était derrière le comptoir, une femme au visage acéré et à la langue encore plus acérée. « Monsieur Wade, » dit-elle, regardant Ruby avec une méfiance évidente. « Je vois que vous avez toujours la fille. » « En effet. J'ai entendu dire qu'on cherche sa famille dans l'Est. J'ai entendu ça aussi. Ça semble inconvenant. Un célibataire qui garde une enfant, les gens parlent. » Jonas sentit sa mâchoire se contracter. « Les gens parlent toujours, Madame Price. Ça ne veut pas dire qu'ils disent quelque chose qui vaille la peine d'être entendu. » Son visage devint rouge. « J'exprime simplement mon inquiétude pour le bien-être de l'enfant. Son bien-être va très bien. Elle est nourrie, vêtue et en sécurité. Plus qu'on ne peut en dire de là d'où elle vient. C'est plutôt insensible, considérant que ses parents viennent de... Je sais ce qui est arrivé à ses parents. » La voix de Jonas devint dure. « Je l'ai sorti de l'eau qui les a tués. Alors ne restez pas là à me faire la morale sur son bien-être, alors que vous n'avez même pas voulu lui donner une chambre. » Le magasin devint silencieux. Deux femmes près des rouleaux de tissu arrêtèrent de chuchoter. Un homme près de la porte trouva soudain quelque chose d'intéressant sur ses bottes. La bouche de Madame Price s'ouvrit et se referma. « Eh bien, je n'ai jamais... » »« Non, madame, vous ne l'avez jamais fait. C'est ça le problème. » Il rassembla ses provisions,
paya en silence et sortit, la main de Ruby toujours agrippée à sa chemise. Dehors, Ruby tira sur sa manche. Il baissa les yeux. Elle tenait un dessin qu'elle avait dû faire pendant qu'ils se disputaient. Il montrait un homme se tenant droit, faisant face à une plus petite silhouette au visage en colère. « Tu penses que c'était bien? » demanda Jonas. Elle hocha la tête fermement. « Ta mère t'a-t-elle déjà dit que ce n'est pas poli de dessiner les gens quand ils sont stupides? » Ruby faillit sourire. « Presque. »« Oui, dit Jonas. La mienne non plus. » Ils continuèrent leur chemin, et pour la première fois depuis l'inondation, Jonas sentit quelque chose qui aurait pu être de l'espoir. La nouvelle se répandit vite dans une petite ville. Le soir venu, tout le monde était au courant de la confrontation de Jonas Wade avec Madame Price. Les opinions étaient partagées. La moitié de la ville pensait qu'il avait été impoli et inconvenant. L'autre moitié pensait que Madame Price l'avait bien mérité. Cordelia Whitfield passa le lendemain matin. Son mari Samuel l'accompagnait. Samuel Whitfield était un homme imposant. Il possédait le plus grand ranch du comté. Il avait la réputation d'être dur mais juste. Il regarda Jonas avec des yeux qui ne manquaient de rien. « J'ai entendu dire que tu as eu des mots avec Madame Price, » dit Samuel. « C'est elle qui a commencé. »« C'est juste. » Samuel jeta un coup d'œil à Ruby qui dessinait près du feu. « Elle mange, elle dort. » « Les deux. »« Elle parle? » »« Pas encore. » Samuel hocha lentement la tête. « Ma femme me dit que tu pourrais avoir besoin d'aide. Pour les questions légales. » Jonas changea de pied. « Peut-être. Je connais des gens qui peuvent faire avancer des choses. Le juge Hawkins me doit une faveur. Si tu veux des papiers de tutelle, je peux m'en occuper. »« Pourquoi feriez-vous ça? » Samuel le regarda directement. « Parce que ma femme me l'a demandé, et parce que je me souviens de ce que c'est que de perdre un enfant. » Jonas sentit le poids de ces mots. Il ne savait pas que les Whitfield avaient perdu des enfantes. La plupart des gens gardaient ce genre de chagrin pour eux. « J'apprécie, » dit Jonas doucement. « N'apprécie pas, mérite-le. » La mâchoire de Samuel se serra. « Tu prends cette responsabilité et tu vas jusqu'au bout. Pas question de partir quand ça devient difficile. Pas d'excuses quand tu es fatigué, effrayé ou dépassé. Je sais dans quoi je m'engage. Vraiment, parce qu'élever un enfant, ce n'est pas comme ferrer des chevaux. Tu ne peux pas simplement les marteler pour leur donner forme et les renvoyer sur leur chemin. » Samuel s'approcha. Elle a été brisée, cette fille. Pas son corps, son esprit. Et les esprits mettent plus de temps à guérir que les os. Jonas croisa son regard. Je l'ai sortie d'une inondation. Je ne vais pas la laisser se noyer sur la terre ferme. Quelque chose changea dans l'expression de Samuel. Du respect peut-être ou de la reconnaissance. Très bien alors, je parlerai au juge. J'aurai les papiers rédigés d'ici la fin de la semaine. Merci. Samuel toucha son chapeau et partit. Cordelia s'attarda. Il est dur, dit-elle doucement, mais il est bien intentionné. Nous le sommes tous les deux. Je le vois bien. Cordelia regarda Ruby. Elle dessine de plus en plus. On ne peut pas l'arrêter. C'est bien, c'est sa façon de parler. Cordelia fit une pause. Puis-je voir? Jonas hocha la tête et Cordelia s'approcha lentement de Ruby. La fille leva les yeux mais ne recula pas. « Bonjour, ma chérie. Puis-je voir ce que tu dessines? » Ruby hésita, puis leva le papier. Cordelia l'étudia. Son expression changea. « Jonas, viens voir ça. » Il s'approcha et regarda le dessin. Son souffle se coupa. Il montrait une maison sous l'eau, deux silhouettes flottant dans l'obscurité et une petite silhouette à la surface, tendant la main, essayant de les attraper. « Elle dessine ça, » dit Cordelia doucement. « Encore et encore. Regarde les autres. » Jonas regarda la pile de papier à côté de Ruby. Elle avait dessiné la même scène à plusieurs reprises. L'inondation, ses parents, elle tendant la main vers eux et échouant. « Ruby, » dit Jonas doucement, « c'est ce que tu vois quand tu fermes les yeux. » Elle hocha la tête, des larmes montant pour la première fois depuis la nuit où il l'avait sauvée. « Tu as essayé de les sauver, n'est-ce pas? » Un autre hochement de tête. Les larmes débordèrent. « Et tu n'as pas pu. » Elle secoua la tête, son visage se crispant. Jonas fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis 6 ans. Il prit un enfant dans ses bras et le serra fort. Ruby sanglota contre sa poitrine. Pas de son, juste des tremblements, des larmes et un chagrin trop grand pour un si petit corps. Cordelia essuya ses propres larmes et recula, leur laissant de l'espace.
Jonas serra Ruby jusqu'à ce que les tremblements cessent, jusqu'à ce qu'elle devienne molle contre lui, épuisée. Écoute-moi, dit-il doucement. Tu ne les as pas abandonnés. Tu avais 8 ans dans une inondation qui a tué des hommes adultes. Il n'y avait rien que tu aurais pu faire. Elle leva les yeux vers lui, les yeux rouges et gonflés. Rien, répéta-t-il. Tu m'entends? Ce poids que tu portes, il n'est pas à toi. Dépose-le. Ruby le fixa un long moment, puis elle prit son charbon et recommença à dessiner. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, elle dessina un homme sortant d'une file de l'eau et les deux silhouettes souriaient. Les papiers de tutelle arrivèrent plus vite que Jonas ne s'y attendait. Le juge Hawkins se révéla être un homme pratique qui ne voyait pas l'intérêt des retards bureaucratiques lorsque le bien-être d'un enfant était en jeu. Le soutien de Samuel Whitfield aida. La lettre de recommandation du révérend Cole aussi. Jonas signa son nom au bas des papiers et sentit le poids de ce qu'il faisait s'installer dans ses os. Ceci rend les choses officielles, dit le juge Hawkins. Aux yeux de la loi, vous êtes son tuteur, responsable de ses soins, de son éducation et de son éducation jusqu'à sa majorité ou jusqu'à ce que les circonstances changent. Quel genre de circonstances? Des parents de sang avec des revendications légitimes, des décisions de justice pour inaptitude, ce genre de choses. Le juge l'étudia. Vous comprenez que ce n'est pas une adoption. Si la famille se présente avec une revendication valide, le tribunal devra l'examiner. Même si elle ne veut pas aller avec eux, elle a 8 ans. Ses préférences seront notées, mais le tribunal décide de ce qui est dans son meilleur intérêt. Jonas sentit sa mâchoire se contracter. Et si je ne suis pas d'accord avec le tribunal? Alors vous perdrez et elle sera emmenée de toute façon. Le juge Hawkins se pencha en avant. Mon conseil, ne donnez à personne une raison de contester cela. Tenez-vous à carreau, gardez-la nourrie, vêtue et éduquée, et priez pour que personne ne vienne la chercher. Jonas prit les papiers et partit. Dehors, au palais de justice, Ruby attendait avec Cordelia. Elle leva les yeux quand Jonas s'approcha, ses yeux posant la question qu'elle ne pouvait pas exprimer. Il leva les papiers. C'est officiel, tu es coincé avec moi. Quelque chose vacilla sur son visage. Pas tout à fait un sourire, mais presque. Viens, dit Jonas, rentrons à la maison. Maison. Il n'avait pas appelé la forge comme ça depuis des années. Il n'avait appelé aucun endroit comme ça. Mais en regardant Ruby se mettre au pas à côté de lui, sa petite main trouvant la sienne, le mot semblait juste. Ils étaient à la mi-chemin quand Margaret Price se mit sur leur chemin. Monsieur Wade, un mot. Jonas s'arrêta. Madame, j'ai entendu parler de la tutelle. Je veux que vous sachiez que j'ai l'intention de déposer une objection formelle auprès du tribunal. Pour quel motif? Au motif qu'un homme seul sans expérience dans l'éducation des enfants est inapte à s'occuper d'une jeune fille. Sa voix porta dans la rue. C'est inconvenant, inapproprié, et je ne resterai pas les bras croisés pendant que cette ville fait semblant du contraire. Jonas sentit la main de Ruby se resserrer sur la sienne. Madame Price, dit-il lentement, je vais dire cela une fois, alors écoutez attentivement. Cette fille a vu ses parents se noyer. Elle n'a pas dit un mot depuis. Elle est effrayée, en deuil et seule dans un monde qui ne cesse d'essayer de lui faire du mal. C'est précisément pourquoi elle a besoin de soins appropriés, une influence féminine, un foyer chrétien. Elle a besoin de quelqu'un qui n'abandonnera pas. Quelqu'un qui sera là quand elle se réveillera en hurlant de cauchemars qu'elle ne peut raconter à personne. Jonas s'avança. Vous voulez déposer votre objection? Allez-y. Mais quand vous vous tiendrez devant ce juge, vous feriez mieux d'avoir une sacrée bonne réponse à la raison pour laquelle vous avez refusé de la prendre quand elle en avait le plus besoin. Le visage de Margaret devint blanc, puis rouge. Vous ne pouvez pas me parler de cette façon. Je viens de le faire. Il la dépassa, la main de Ruby toujours dans la sienne. Derrière eux, il entendit des chuchotements commencer. Laissez-les chuchoter, laissez-les parler. Laissez-les faire ce qui leur donnait l'impression d'être important. Il avait une petite fille à élever et rien n'allait l'arrêter. Ce soir-là, Jonas s'assit près du feu, regardant Ruby dessiner. « Tu sais, dit-il doucement, mon garçon dessinait aussi. » Ruby leva les yeux, curieuse. Il s'appelait Samuel, on l'appelait Sam. Jonas fixa les flammes. Il avait 4 ans, il aimait les chevaux, le tonnerre, il n'a jamais rencontré un étranger de sa vie. Ruby posa son charbon, écoutant.
Il y a eu une inondation il y a 6 ans au Kansas. La voix de Jonas devint rauque. Je travaillais, toujours en train de travailler. Je pensais que je devais subvenir à nos besoins, tu sais. Je pensais que c'était ce qu'un père faisait. Il déglutit difficilement. Ma femme a emmené Sam à la rivière pour laver le linge. La tempête est arrivée vite, plus vite que quiconque ne s'y attendait. Le temps que j'arrive, il ne put finir. Ruby se rapprocha, posa sa petite main sur son genou. Je me suis blâmé, dit Jonas. Je le fais encore la plupart du temps. Si j'avais été là, peut-être que j'aurais pu... Il secoua la tête. Ça n'a pas d'importance, ils sont partis. Rien ne les ramènera. Ruby prit son papier et dessina rapidement. Quand elle le lui montra, Jonas sentit le souffle lui manquer. Elle avait dessiné un homme seul sous la pluie. Mais derrière lui, il y avait 2 silhouettes, une femme et un petit garçon qui veillaient sur lui. « Tu penses qu'ils sont toujours avec moi ?» murmura Jonas. Ruby hocha la tête fermement. « Comment le sais-tu » Elle montra son cœur, puis le sien. Jonas Wade, qui n'avait pas pleuré depuis le jour où il avait enterré sa famille, sentit des larmes couler sur son visage. « Oui, » réussit-il à dire, « je suppose que tu as raison. » Ruby grimpa sur ses genoux, quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle posa sa tête contre sa poitrine et ferma les yeux. Ils restèrent ainsi jusqu'à ce que le feu s'éteigne. 2 âmes brisées se tenant l'une l'autre. Le lendemain matin apporta des ennuis. Un étranger arriva à Silver Creek juste après l'aube. Des vêtements de ville bien coupés, un visage qui souriait trop facilement et des yeux qui ne souriaient pas du tout. Jonas ferrait un cheval quand le shérif Brennan arriva en courant. « Il est là. »« Qui ?»« Victor Callahan, l'oncle de Ruby. » Jonas posa son marteau. « Où ?»« À la pension de famille. Il pose des questions. Il veut savoir où est la fille. »« Tu le lui as dit ?»« Pas encore. Mais Madame Price parle déjà. Ça ne lui prendra pas longtemps pour le découvrir. » Jonas regarda vers l'arrière de la forge où Ruby dessinait près de la fenêtre. « Occupe-le, » dit Jonas. « J'ai besoin de temps. »« Du temps pourquoi? »« Pour comprendre à quel genre d'homme on a affaire. » Brennan hocha la tête et partit. Jonas se dirigea vers Ruby. Elle leva les yeux et son visage changea. Elle avait entendu. Elle entendait toujours. « Ton oncle est en ville, » dit Jonas. La peur qu'il avait vue auparavant revint en force. Elle secoua la tête violemment. « Doucement, doucement. » Jonas s'accroupit. « Je ne laisserai personne t'emmener nulle part. Mais j'ai besoin de savoir. Qu'a-t-il fait? Pourquoi as-tu peur de lui? » Ruby attrapa du papier, dessina des traits rapides et en colère. Un homme en costume criant sur une femme. La femme pleurait. Une petite silhouette regardait depuis une porte. Il a crié sur ta mère. Elle hocha la tête et continua de dessiner. Le même homme frappant la femme, la petite silhouette se bouchant les oreilles. Le sang de Jonas se glaça. Il l'a frappé. Ruby hocha la tête, les larmes coulant. « T'a-t-il déjà frappé? » Elle secoua la tête, mais dessina de nouveau, l'homme attrapant le bras de la petite silhouette, la secouant fort. « Il t'a attrapé. T'as fait mal? »« Oui, oui, oui. »« Pourquoi tes parents ne l'ont-ils pas arrêté? » Ruby dessina de nouveau, son père criant sur l'homme partant mais regardant en arrière, le visage en colère. Il est parti, mais il était en colère. Ruby montra Jonas, puis elle-même, puis dessina l'homme revenant. « Tu penses qu'il est revenu pour toi? » Elle hocha la tête, la terreur dans les yeux. Jonas se leva. Ses mains tremblaient, non pas de peur, mais de rage. « Écoute-moi, » dit-il d'une voix dure. « Cet homme ne te touchera plus jamais. Tu comprends? Jamais. » Ruby le regarda avec quelque chose qui aurait pu être de l'espoir. « Reste ici, verrouille la porte. N'ouvre à personne sauf à moi ou au shérif Brennan. » Il attrapa son manteau. « Où vas-tu? » sembla demander Ruby avec ses yeux. « Avoir une conversation avec ton oncle. » Il sortit dans le soleil du matin, les poings déjà serrés. Victor Callahan ne fut pas difficile à trouver. Il était assis sur le porche de la pension de famille, buvant du café comme s'il était chez lui. Costume cher, bottes cirées, un sourire qui donnait à Jonas l'envie de frapper quelque chose. « Monsieur Callahan. » Victor leva les yeux, souriant toujours. « Vous devez être le forgeron, Jonas Wade, n'est-ce pas? » « C'est exact. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Un vrai héros, à ce qu'on dit. Vous avez sauté dans une inondation pour sauver ma nièce. » Victor posa son café. « Je vous suis reconnaissant.
Vraiment, la famille, c'est tout pour moi. Vraiment? Bien sûr. Pourquoi d'autres aurais-je fait tout ce chemin? Victor désigna une chaise. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Parlons. Je resterai debout. Le sourire de Victor vacilla. Juste une seconde. Comme vous voudrez. Je comprends que vous vous occupez de Ruby depuis l'accident. Très généreux de votre part, mais je suis là maintenant. La famille, prête à assumer la responsabilité. Elle ne veut pas partir avec vous. Elle a 8 ans. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. Elle en sait assez pour avoir peur de vous. Les yeux de Victor devinrent froids. Je vous demande pardon? Vous m'avez entendu. Jonas s'approcha. Elle m'a montré les cris, les coups, les empoignades. Les enfants imaginent des choses. Ils interprètent mal les conversations d'adultes. Elle a fait des dessins assez clairs. Victor se leva lentement. Monsieur Wade, je ne sais pas à quel jeu vous jouez, mais je suis le parent de sang de Ruby, son seul parent de sang. J'ai un droit légal à sa tutelle. J'ai déjà des papiers de tutelle déposés et approuvés. Ces papiers ne tiendront pas dans un vrai tribunal. Vous êtes un étranger, un célibataire. Pas de femme, pas de famille, pas de qualification. Victor sourit de nouveau, mais c'était un sourire acéré maintenant. Dangereux. Je suis un homme d'affaires prospère de Saint-Louis. Je peux lui donner une éducation, des opportunités, une vie sociale. Que pouvez-vous lui donner? La sécurité. Contre quoi? Cette charmante petite ville? Ces bons chrétiens? Contre vous. Ils se firent d'en face. La rue était devenue silencieuse. Les gens regardaient. Vous faites une erreur, dit doucement Victor. Je suis venu ici en espérant régler cela pacifiquement. Mais si vous voulez vous battre, je me battrai, et je gagnerai, parce que le sang gagne toujours, Monsieur Wade. Toujours. On verra ça. Jonas se retourna et s'éloigna. Derrière lui, le sourire de Victor Callahan revint, mais ses yeux restèrent froids. Jonas passa le reste de la journée à se préparer. Il parla au shérif Brennan, au juge Hawkins, à Cordelia Whitfield et à son mari. Tout le monde disait la même chose. Victor avait un dossier solide. Le lien de sang était puissant en droit. Un homme d'affaires prospère contre un forgeron célibataire. Les chances n'étaient pas bonnes. Tu as besoin de témoins, dit Brennan, des gens qui peuvent témoigner de son caractère ou de son absence de caractère. Ruby est le seul témoin. Elle ne peut pas parler. Elle peut dessiner. Les dessins ne sont pas des témoignages, pas dans un tribunal. Jonas se sentit piégé. Dans chaque direction où il se tournait, il y avait un autre mur. Ce soir-là, il s'assit avec Ruby près du feu. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Elle savait toujours. Il veut t'emmener, dit Jonas doucement. Il prétend en avoir le droit. Ruby secoua la tête violemment. Je sais que tu ne veux pas partir, mais la loi pourrait en décider autrement. Elle attrapa son papier, dessina vite. Un homme en costume avec des yeux froids. Derrière lui, une petite silhouette courant, s'enfuyant. « Tu t'enfuirais? » Elle hocha la tête. « Où irais-tu? » Elle montra Jonas. « Je ne pourrais peut-être pas l'arrêter, Ruby. Le tribunal pourrait décider. » Elle attrapa sa main, la serra fort, le regarda dans les yeux avec une intensité qui lui coupa le souffle. Puis elle ouvrit la bouche et elle parla. « S'il te plaît. » Un mot, craquelé et rouillé par des semaines de silence, mais un mot. « S'il te plaît, ne le laisse pas m'emmener. » Jonas sentit le monde basculer sous ses pieds. « Tu as parlé. S'il te plaît. » Des larmes coulant sur son visage. « Il est méchant. Il a fait du mal à maman. Il me fera du mal. S'il te plaît. » Jonas la prit dans ses bras, la serra fort. « Je te le promets, dit-il, la voix brisée. Je te promets qu'il ne t'emmènera pas. Quoi qu'il en coûte, quoi que je doive faire, tu restes avec moi. » Ruby enfouit son visage contre sa poitrine et pleura. Mais pour la première fois depuis l'inondation, ce n'étaient pas des larmes de chagrin. C'étaient des larmes d'espoir. La voix de Ruby changea tout. La nouvelle se répandit dans Silver Creek plus vite que l'inondation. La fille, qui n'avait pas parlé depuis la nuit où ses parents s'étaient noyés, avait enfin rompu son silence. Et ce qu'elle avait dit, ce qu'elle avait supplié, devint le sujet de conversation de chaque table de cuisine et de chaque banc d'église de la ville. « S'il te plaît, ne le laisse pas m'emmener. » Jonas s'accrocha à ces mots comme à une bouée de sauvetage. Ils signifiaient quelque chose. Ils devaient signifier quelque chose. Mais Victor Callahan ne reculait pas. Le matin après que Ruby eut parlé,
Jonas trouva une assignation clouée à sa porte. Officielle, légale, une date d'audience fixée à 2 semaines. Pétition pour le transfert de la garde, expliqua le shérif Brennan, lisant par-dessus l'épaule de Jonas. Il prétend que le droit du sang l'emporte sur tes papiers de tutelle. Peut-il faire ça? Apparemment, il a un avocat de Saint-Louis. Un type très chic. Il a déposé les papiers dans les règles et tout. Jonas froissa l'assignation dans son poing. C'est une question d'argent. Le magasin, l'inventaire. Il ne se soucie pas de Ruby. Peut-être pas, mais ce n'est pas ce que les tribunaux regardent. Ils regardent le sang, la stabilité, les perspectives. La voix de Brennan baissa. Tu dois être prêt, Jonas. Ce combat va devenir moche. Ruby apparut à l'entrée. Elle avait encore écouté. Jonas, sa voix était encore rouillée, encore faible, mais elle l'utilisait. Qu'est-ce qui se passe? Il s'agenouilla à son niveau. Ton oncle a déposé des papiers. Il veut qu'un juge décide avec qui tu restes. La peur inonda son visage. Non. Je vais me battre, Ruby, je te le promets. Il mentira, il ment toujours. Elle attrapa la main de Jonas. Maman disait qu'il était dangereux. Elle disait qu'on avait quitté le Missouri à cause de lui. Le sang de Jonas se glaça. Parti à cause de lui? Qu'est-ce que tu veux dire? Il voulait le magasin de papa. Ils se sont disputés. Victor a dit... Elle déglutit difficilement. Il a dit qu'il prendrait tout. Tout ce que papa avait. Y compris toi? Ruby hocha la tête, les larmes aux yeux. Jonas se leva, l'esprit en ébullition. Tom, tu entends ça? J'ai entendu, mais c'est sa parole contre la sienne, et elle a 8 ans. C'est un témoin. De quoi? De disputes familiales? De menaces qui n'ont jamais été signalées? Brennan secoua la tête. Je veux t'aider, Jonas, mais tu as besoin de plus que les souvenirs d'un enfant. Après le départ de Brennan, Jonas assit Ruby à la table. J'ai besoin que tu me dises tout, dit-il. Tout ce dont tu te souviens sur Victor, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit. Tu peux faire ça? Elle hocha lentement la tête. Ça pourrait faire mal de se souvenir. Je sais, elle prit son charbon, mais je peux aussi le dessiner. Parfois, dessiner est plus facile. Fais les deux. Parle et dessine. Je t'écouterai. Pendant les 3 heures suivantes, Ruby raconta son histoire. Elle lui parla des disputes. Son père et Victor se criant dessus dans le magasin. À propos d'argent, de dettes, d'un prêt que Victor prétendait lui être dû. Elle lui parla de la nuit où Victor avait attrapé sa mère, l'avait secouée, l'avait insultée avec des noms qui firent que Ruby se boucha les oreilles. Elle lui parla de son père jetant Victor dehors, de la menace que Victor avait proférée en partant. Il a dit que papa le regretterait. Il a dit qu'il prendrait tout. La voix de Ruby tremblait. Puis nous sommes partis, nous avons tout emballé et nous sommes venus dans l'Ouest. Papa disait qu'on serait en sécurité ici. Les mains de Jonas tremblaient. Ton père en a-t-il déjà parlé à quelqu'un? Écrit quelque chose? Je ne sais pas. Elle fit une pause réfléchissant. Maman tenait un journal, elle y écrivait tous les soirs. Où est-il? Il était dans le chariot, dans sa malle. Le chariot? Celui qui avait été emporté par l'inondation. Jonas se leva brusquement. Je dois trouver cette malle. Mais la rivière, le chariot s'est coincé sur ces arbres tombés en aval. La malle pourrait encore y être. Il attrapa son manteau. Reste avec Madame Whitfield. Je serai de retour. Jonas. La voix de Ruby l'arrêta à la porte. Sois prudent, s'il te plaît. Il se retourna vers elle. Cette petite fille courageuse qui avait tout perdu, qui se battait encore. Je le serai. La recherche prit la majeure partie de la journée. Jonas descendit le courant, suivant le chemin de destruction que l'inondation avait creusé. Des débris partout, des clôtures brisées, des arbres déracinés, les restes épars de vie déchirés par l'eau. Il trouva l'épave du chariot à 2 malaises en aval, à moitié enfouie dans la boue et les branches. La plupart étaient détruites. Mais près de l'arrière, coincé entre des rochers, il repéra quelque chose. Une malle cabossée, gorgée d'eau, mais intacte. Il la traîna sur la rive et l'ouvrit. À l'intérieur, trempé mais lisible, se trouvait un journal relié en cuir. Jonas l'ouvrit avec précaution, les mains tremblantes. Les pages étaient gondolées. L'encre était bavée par endroits, mais les mots étaient toujours là.
Il commença à lire. Ce qu'il trouva lui retourna l'estomac. Victor Callahan n'avait pas seulement menacé son frère. Il l'avait tourmenté pendant des années, exigeant de l'argent, répandant des mensonges sur l'entreprise familiale, essayant même de falsifier des documents revendiquant la propriété partielle du magasin. Et puis, sur la dernière page écrite, datée de quelques jours seulement avant que les Callahan ne quittent le Missouri, Victor est revenu aujourd'hui, ivre et en colère. Il a attrapé Sarah et j'ai dû le repousser. Il a juré qu'il nous prendrait Ruby. Il a dit que s'il ne pouvait pas avoir l'entreprise, il prendrait ce qui comptait le plus. Nous partons demain. Que Dieu nous aide, nous partons. Jonas ferma le journal. Il avait sa preuve. La salle d'audience était bondée. La nouvelle s'était répandue que ce n'était pas seulement une audience de garde. C'était une confrontation. Le forgeron célibataire contre l'homme d'affaires de Saint-Louis. Le sang contre le lien. L'argent contre le cœur. Le juge Hawkins était assis à l'avant, le visage illisible. Victor Callahan et son avocat chic occupaient une table. Jonas était assis à l'autre, Ruby à ses côtés. Cordelia Whitfield juste derrière. Cette audience déterminera la garde de Ruby Ann Callahan, commença le juge Hawkins. Monsieur Callahan, vous avez déposé une pétition revendiquant le droit du sang. Exposez votre cas. Victor se leva, lissant sa veste coûteuse. Votre honneur, j'apprécie le temps de ce tribunal. C'est une affaire simple. Ruby est ma nièce, la fille de mon unique frère. Depuis sa mort tragique, je suis venu m'assurer qu'elle reçoive les soins et les opportunités appropriées. Et vous croyez que M. Wade ne peut pas lui fournir cela? Avec respect, votre honneur, M. Wade est un forgeron célibataire sans expérience dans l'éducation des enfants. Pas de femme, pas de famille, pas de relation. Il vit dans une forge. La voix de Victor dégoulinait d'une préoccupation fabriquée. Ruby mérite mieux. Elle mérite une éducation, de la culture, une vie sociale. Je peux lui donner ces choses. Jonas sentit Ruby se tendre à côté de lui. Monsieur Wade, dit le juge, votre réponse. Jonas se leva. Ses mains étaient instables, mais son cœur battait la chamade. Votre honneur, je ne vais pas prétendre être quelque chose que je ne suis pas. Je suis un forgeron. Je travaille avec mes mains. Je ne suis pas riche et je n'ai pas de relation. Des murmures dans la galerie. Mais j'étais là la nuit où les parents de Ruby sont morts. J'ai sauté dans cette inondation et je l'ai sortie de l'eau. Je l'ai tenue pendant qu'elle pleurait. Je l'ai nourrie, abritée. Je suis resté avec elle pendant des cauchemars qu'elle ne pouvait raconter à personne. Il regarda Victor. Où était son oncle alors? À Saint-Louis, en train de compter son argent. Objection, dit l'avocat de Victor. Monsieur Wade fait des accusations non fondées. Je n'ai pas fini. Jonas sortit le journal de son manteau. Ceci appartenait à la mère de Ruby, Sarah Callahan. Je l'ai trouvé dans l'épave de leur chariot. La salle d'audience devint silencieuse. Dans ces pages, Mme Callahan décrit des années de harcèlement de la part de Victor Callahan, des menaces, de la violence, de la manipulation financière. La voix de Jonas se durcit. Elle a écrit que Victor l'avait attrapé, qu'il avait menacé de prendre Ruby s'il ne pouvait pas avoir l'entreprise familiale. Le visage de Victor devint pâle. C'est un mensonge. C'est son écriture, votre honneur. Ces mots, écrits quelques jours avant qu'il ne fuit le Missouri pour lui échapper. Le juge Hawkins tendit la main. Laissez-moi voir ça. Jonas tendit le journal. La salle retint son souffle pendant que le juge lisait. L'avocat de Victor se pencha, chuchotant avec urgence. Victor secoua la tête, la mâchoire serrée. Après plusieurs longues minutes, le juge Hawkins leva les yeux. Monsieur Callahan, ce sont des allégations sérieuses. Votre belle-sœur prétend que vous l'avez agressée physiquement, que vous avez menacé de prendre l'enfant. Elle était hystérique. Mon frère et moi avions des désaccords commerciaux, rien de plus. Elle vous décrit comme dangereux. Elle dit que vous étiez la raison pour laquelle ils ont quitté le Missouri. Mensonges. Tous des mensonges. Le sang-froid de Victor se fissurait. Sarah ne m'a jamais aimé. Elle a monté mon frère contre moi, a empoisonné son esprit. Et pourtant, ils ont fui, ont tout laissé derrière eux, ont tout recommencé dans un endroit où ils n'étaient jamais allés. La voix du juge Hawkins s'aiguisa. Les gens ne font pas ça pour des désaccords commerciaux, Monsieur Callahan.
Votre honneur, ce journal ne prouve rien. Ce sont les divagations d'une femme effrayée qui n'a jamais compris. J'ai compris. Toutes les têtes se tournèrent. Ruby s'était levée. Ses petites mains agrippaient le bord de la table, mais sa voix était stable. J'ai tout compris. Ruby. Victor força un sourire. Ma chérie, tu n'as pas besoin de... Ne m'appelle pas comme ça. Sa voix se brisa, mais tint bon. Tu as fait du mal à maman. Je l'ai vue. Tu l'as attrapée et secouée et elle pleurait. Tu n'étais qu'une enfant. Tu te souviens mal. Je ne me souviens pas mal. Des larmes coulaient sur son visage, mais elle continua de parler. Tu m'as fait peur. Tu nous as tous fait peur. C'est pour ça qu'on est parti. C'est pour ça qu'on est venu ici. Elle regarda le juge. Papa pensait qu'on serait en sécurité, mais l'inondation est arrivée et ils sont morts. Et maintenant, tu essaies de m'emmener quand même. La salle d'audience était absolument silencieuse. Je ne veux pas aller avec lui, continua Ruby. Il ne m'aime pas. Il veut juste ce que papa avait. Il a toujours voulu ce que papa avait. Elle se tourna vers Jonas. Sa petite main trouva la sienne. Jonas m'a sauvé. Il est resté avec moi. Il n'était pas obligé, mais il l'a fait. Sa voix se brisa. S'il vous plaît, ne me forcez pas à partir avec quelqu'un qui a fait du mal à ma maman. S'il vous plaît. Jonas serra sa main. Le juge Hawkins fixa Victor Callahan avec un mépris non dissimulé. Monsieur Callahan, cet enfant vient de témoigner, sans aucune influence, que vous avez agressé physiquement sa mère, que vous avez terrorisé sa famille au point qu'ils ont fui leur maison. Elle ment, elle a été coachée. Ce forgeron a... Faites très attention à vos prochains mots, monsieur. La bouche de Victor se referma brusquement. Le juge regarda le journal, puis Ruby, puis Jonas. J'ai vu beaucoup d'affaires de garde au cours de mes années à ce poste. J'ai appris que le sang ne fait pas toujours la famille, que les papiers et l'argent ne garantissent pas toujours l'affection. Il ferma le journal. Cet enfant a plus souffert en ses 8 ans que la plupart des gens ne souffrent en une vie. Elle a trouvé la sécurité avec M. Wade. Elle a trouvé sa voie avec M. Wade. Et quand on lui a demandé avec qui elle voulait être, elle a répondu clairement. Le juge Hawkins prit son marteau. La pétition pour le transfert de la garde est rejetée. Ruby Ann Callahan restera sous la tutelle de Jonas Wade. De plus, il est interdit à Victor Callahan de contacter l'enfant sans la supervision du tribunal. Le marteau tomba. La salle éclata. Ruby jeta ses bras autour du cou de Jonas, sanglotant. Il la serra fort, ses propres yeux brûlants. « C'est fini, murmura-t-il. C'est fini. Tu restes avec moi pour toujours. Pour toujours. » De l'autre côté de la pièce, Victor Callahan se tenait immobile. Son avocat parlait avec urgence, mais Victor n'écoutait pas. Il fixait Jonas avec une haine si pure qu'elle ressemblait à un coup physique. Puis il se tourna et sortit. Le shérif Brennan se mit à le suivre. « Laisse-le partir, » dit Jonas doucement. « Il a fini. » Mais même en le disant, quelque chose de froid s'installa dans son ventre. Victor Callahan n'avait pas l'air d'un homme qui avait fini. Il avait l'air d'un homme qui préparait quelque chose. La célébration fut modeste, mais sincère. Cordelia Whitfield insista pour organiser un dîner au ranch. Samuel ouvrit une bouteille de vin qu'il gardait. Le révérend Cole fit une prière de remerciement. Même Mme Price se montra, l'air mal à l'aise, mais apportant une assiette de biscuits en guise d'offrande de paix. « J'ai peut-être mal jugé la situation, » dit-elle sèchement à Jonas. « Je m'excuse. »« Accepté, » dit Jonas. Et il le pensait. Ruby était assise au milieu de tout cela, entourée de gens qui se souciaient d'elle. Elle ne parlait pas beaucoup. L'effort de témoigner l'avait épuisée, mais elle souriait, vraiment souriait, pour la première fois depuis que Jonas la connaissait. « Tu as bien fait aujourd'hui, » lui dit Jonas doucement. « Vraiment bien. J'avais peur. Je sais, mais tu l'as fait quand même. C'est ça, être courageux. » Elle se pencha contre lui. « On peut rentrer à la maison maintenant? » Maison, la forge. Ce simple bâtiment à la lisière de la ville qui était devenu quelque chose qu'aucun d'eux n'attendait. « Oui, » dit Jonas, « rentrons à la maison. » Ils partirent au coucher du soleil, marchant ensemble, dans des rues qui semblaient différentes maintenant. Plus sûres, plus comme un endroit où ils appartenaient. Ils étaient presque arrivés à la forge quand Jonas le vit. La porte était ouverte. Il l'avait verrouillée. Il était sûr de l'avoir verrouillée. « Reste ici, dit-il à Ruby. »« Jonas,
Reste ici. Il s'approcha lentement, tous ses sens en alerte. La porte était entr'ouverte, la serrure brisée. À l'intérieur, la forge avait été saccagée. Des outils éparpillés, des papiers jetés partout. Le lit de camp où dormait Ruby avait été éventré. Et sur l'enclume, maintenu par un marteau, il y avait une note. Jonas la prit et la lut. « Ce n'est pas fini. Tu as pris ce qui est à moi. Maintenant, je vais prendre ce qui est à toi. Fais attention à toi, forgeron. » Pas de signature, mais Jonas savait de qui elle venait. Victor Callahan n'avait pas quitté la ville. Il avait déclaré la guerre. Jonas froissa la note et sortit. Ruby attendait, les yeux écarquillés de peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Il força sa voix à rester calme. Quelqu'un est entré par effraction. A mis le désordre. C'était lui? Jonas ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Le visage de Ruby devint pâle, mais elle redressa les épaules. Je n'ai pas peur de lui. Ruby, je n'ai pas peur. Sa voix était féroce maintenant. Il a pris mes parents. Il ne te prendra pas, toi aussi. Jonas sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Cette fille courageuse, brisée, magnifique, était prête à se battre, et lui aussi. Viens, dit-il. On a du travail à faire. Ils entrèrent ensemble dans la forge. Quoi qu'il arrive, ils y feraient une face ensemble. Jonas ne dormit pas cette nuit-là. Il s'assit près de la porte, son fusil sur les genoux, observant l'obscurité, écoutant des bruits de pas qui ne vinrent jamais. Ruby dormit d'un sommeil agité sur le lit de camp réparé, gémissant dans des rêves dont il ne pouvait la protéger. Le matin, ses yeux le brûlaient et ses os lui faisaient mal, mais son esprit était vif. Victor Callahan était toujours là, et les hommes désespérés font des choses désespérées. Le shérif Brennan arriva aux premières lueurs. « J'ai eu ton message, dit-il, lisant la note froissée que Jonas lui tendit. C'est une menace, je peux l'arrêter. Il faut d'abord le trouver. Il a quitté la pension de famille hier soir. Personne ne l'a vu depuis. » La mâchoire de Brennan se serra. « J'ai des hommes qui cherchent, mais Silver Creek est une petite ville avec beaucoup de terres vides autour. Donc il se cache, il attend. » On dirait bien. Brennan posa une main sur l'épaule de Jonas. « Je poste un adjoint ici. Toi et Ruby, ne sortez pas seuls jusqu'à ce qu'on le trouve. Je ne vais pas me cacher dans ma propre maison. Ce n'est pas une question de fierté, Jonas. C'est une question de sécurité pour cette fille. » Jonas regarda Ruby qui les observait depuis le lit de camp, les yeux trop vieux pour son visage. « D'accord, dit-il, mais je veux savoir à la minute où vous le trouverez. Tu seras le premier. » 2 jours passèrent sans aucun signe de Victor. Jonas garda Ruby près de lui, la quittant à peine des yeux. Elle l'aidait à la forge, lui tendant des outils, le regardant travailler, posant des questions de cette voix calme qui devenait plus forte chaque jour. Jonas. Oui. Pourquoi les gens se font-ils du mal? Il posa son marteau, lui accordant toute son attention. Je ne sais pas. La peur, surtout. La cupidité. Vouloir des choses qu'ils ne peuvent pas avoir. C'est pour ça que Victor a fait du mal à maman? Probablement. Il voulait ce que ton père avait. Quand il n'a pas pu l'obtenir, le désir s'est transformé en quelque chose de laid. Ruby resta silencieuse un moment. Je ne veux pas être comme ça. Tu ne le seras pas. Comment le sais-tu? Jonas s'agenouilla à son niveau, parce que tu te soucies de ne pas être comme ça. Les mauvaises personnes ne s'inquiètent pas d'être mauvaises. Elles le sont, c'est tout. Elle y réfléchit. As-tu déjà été méchant? J'ai fait des erreurs, j'ai blessé des gens que j'aimais, pas parce que je le voulais, mais parce que j'étais trop occupé par ma propre douleur pour voir la leur. Il fit une pause. C'est un autre genre de méchanceté, celle qu'on ne veut pas être. L'as-tu réparée? J'essaie, tous les jours. Ruby tendit la main et toucha la sienne. Je pense que tu es bon. Jonas sentit sa gorge se serrer. J'essayais de l'être. Le 3e jour apporta la pluie. Pas la tempête violente qui avait causé l'inondation, mais une pluie d'été régulière qui tambourinait sur le toit de la forge et transformait les rues en boue. Ruby se tenait à la fenêtre, regardant l'eau tomber. « Ce n'est pas effrayant, dit-elle doucement. » Jonas leva les yeux de son travail. « Qu'est-ce qui n'est pas effrayant? » La pluie, elle me faisait peur après l'inondation. Elle pressa sa paume contre la vitre. « Mais ce n'est que de l'eau, elle n'est pas en colère. » Non, ce n'est que de l'eau. La rivière était en colère cette nuit-là, mais ça... Elle regarda une goutte de pluie tracer son chemin sur la fenêtre.
C'est différent. Jonas posa ses outils et la rejoignit à la fenêtre. Tu sais ce que ma mère disait à propos de la pluie? Ruby secoua la tête. Elle disait que la pluie, c'était Dieu qui lavait le monde, donnant à tout un nouveau départ. Tu y crois? Je crois que les choses peuvent prendre un nouveau départ, que ce soit Dieu qui fasse le lavage ou non. Il posa une main sur son épaule. Tu as pris un nouveau départ ici, avec moi. Ruby se pencha contre lui. J'aime notre nouveau départ. Moi aussi, gamine, moi aussi. Le moment fut brisé par des coups sourds à la porte. Jonas attrapa son fusil. Qui est là? C'est Cordelia. Ouvre la porte. Il déverrouilla. Cordelia se précipita à l'intérieur, trempée, le visage pâle de peur. Il est au magasin. Qui? Victor. Il est au magasin des Callahan. Il a une torche, Jonas. Il dit que si tu ne lui amènes pas Ruby, il le brûle. Jonas sentit le sang quitter son visage. Le magasin est vide. Il ne se soucie pas du magasin. C'est un piège. Il sait que tu viendras. Ruby attrapa le bras de Jonas. N'y va pas. Je dois y aller. Il te fera du mal. Peut-être. Jonas s'agenouilla, lui saisissant les épaules. Mais si je n'y vais pas, il continuera à venir. Il n'arrêtera jamais jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il veut ou que quelqu'un l'arrête. Alors laisse le shérif l'arrêter. Le shérif s'occupe des dégâts de l'inondation sur la route Est. Il est à 1 heure d'ici. Jonas regarda Cordelia. Emmène-la à ton ranch. Garde-la là-bas jusqu'à ce que ce soit fini. Jonas, promets-moi. Cordelia hocha la tête. Je le promets. Ruby jeta ses bras autour de son cou. Reviens, s'il te plaît, reviens. Je reviendrai. Il la serra fort, mémorisant la sensation de son petit corps contre le sien. Je le promets. Puis il attrapa son fusil et sortit sous la pluie. L'ancien magasin des Callahan se trouvait à la lisière de la ville, sombre et abandonné depuis l'inondation. Jonas s'approcha lentement, le fusil prêt, la pluie coulant sur son visage. Un mouvement dans l'embrasure de la porte. Victor sortit, une torche dans une main, un pistolet dans l'autre. Son costume cher était trempé et boueux, son visage tordu de rage. Où est-ce la fille? En sécurité, là où tu ne peux pas la toucher. Je ne veux pas lui faire de mal. Je n'ai jamais voulu lui faire de mal. La voix de Victor se brisa. C'est la famille, la fille de mon frère. Tu voulais faire du mal à sa mère. Tu voulais prendre tout ce que ton frère avait construit. Il me le devait, cria Victor. Je lui ai prêté de l'argent pour démarrer ce magasin. Il a promis de me rembourser et puis il s'est enfui. À tout prix et s'est enfui. Il s'est enfui parce que tu as menacé sa femme, sa fille. Il les a montés contre moi, m'a fait passer pour un monstre. Tu es un monstre, Victor. Tu ne peux simplement pas le voir. Victor leva son pistolet. Donne-moi la fille ou je brûle cet endroit. Ensuite, je la trouverai de toute façon. Et après, tu penses que la ville va te laisser la prendre? Tu penses que la loi va détourner le regard? Je me fiche de la loi maintenant. La main de Victor tremblait. Je me fiche de tout maintenant. Il m'a tout pris. Mon argent, ma réputation, ma famille. Tu t'es pris ces choses toi-même. Tais-toi. Victor arma le pistolet. Tu ne sais rien de moi. J'en sais assez. Jonas garda sa voix stable. Je sais que tu as peur, que tu es seul, désespéré. Je sais que tu as fait tout ce chemin en espérant te sentir important, et tout ce que tu as trouvé, c'est une preuve de plus que tu ne l'es pas. J'ai dit, tais-toi. Je sais ce que ça fait, être si en colère contre le monde qu'on a envie de tout brûler. La main de Victor tremblait. Tu ne sais rien. J'ai perdu ma femme et mon fils dans une inondation. Je me suis blâmé pendant des années. J'ai pensé que la seule façon d'arrêter la douleur était de la faire ressentir à tout le monde. Jonas baissa son fusil. Mais ça ne marche pas. La douleur ne disparaît pas. Elle se propage simplement. Qu'est-ce que tu fais? Reprends ton arme. Non, je vais te tirer dessus. Peut-être. Jonas fit un pas en avant. Mais après, tu me tues. Tu deviens un meurtrier. Aucun tribunal ne te donnera Ruby. Aucune ville ne t'abritera. Tu passeras le reste de ta vie à fuir, comme ton frère le fait. Il n'aurait pas dû fuir. La voix de Victor se brisa. Il aurait dû rester. Il aurait dû me parler. Nous étions frères. Et maintenant, il est smart. Rien de ce que tu feras ne changera ça. Des larmes se mêlèrent à la pluie sur le visage de Victor. Je voulais juste compter pour quelqu'un,
pour n'importe qui. Faire du mal aux gens ne te fera pas compter. Ça te rendra juste seul. Victor le fixa, le pistolet vacillant. La torche vacilla dans son autre main. Puis, lentement, il baissa l'arme. « Je suis fatigué, murmura-t-il. Je suis si fatigué. » Jonas s'avança avec précaution, tendit la main, prit le pistolet de la main molle de Victor. « Je sais. » Victor tomba à genoux dans la boue. La torche tomba, crépitant et s'éteignant dans une flaque. « Qu'est-ce qui se passe maintenant? » demanda-t-il, la voix creuse. « Maintenant, tu fais face à ce que tu as fait, les menaces, l'effraction, tout ce que tu portes d'autre. Ils me mettront en prison. Probablement. Voudras-tu dire quelque chose à Ruby? » Jonas fit une pause. « Quoi? Dis-lui que je suis désolé. Pour tout. » Victor leva les yeux et pour la première fois, Jonas vit l'homme brisé derrière la rage. « Dis-lui que j'aimais son père. Même quand je le détestais, je l'aimais. » Jonas ne répondit pas, mais il hocha la tête. Le shérif Brennan arriva 20 minutes plus tard, alerté par un employé du ranch de Samuel Whitfield. Victor se laissa faire sans résistance, les poignets liés, la tête baissée. « Tu aurais pu lui tirer dessus, » dit Brennan, regardant les adjoints charger Victor dans le chariot. Ce n'était pas nécessaire. La plupart des hommes l'auraient fait. Je ne suis pas comme la plupart des hommes. Brennan l'étudia un long moment. Non, je suppose que non. Jonas ne rentra pas directement à la forge. Il s'arrêta d'abord au ranch des Whitfield. Cordelia l'accueillit à la porte. Le soulagement inondait son visage. Dieu merci. C'est fini? C'est fini. Ruby te demande toutes les 5 minutes. Où est-elle? Dans la cuisine. Je n'ai pas réussi à la faire manger, mais elle boit du thé. Jonas trouva Ruby assise à la grande table, les mains enroulées autour d'une tasse, les yeux fixés sur la porte. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à travers la pièce. « Tu es revenu! Je t'avais dit que je le ferais. » Elle s'agrippa à lui comme si elle n'allait jamais le lâcher. « J'avais si peur. »« Je sais. »« Il est parti? »« Il est parti. Le shérif l'emmène. » Ruby leva les yeux vers lui, scrutant son visage. « Tu lui as fait du mal? »« Non. Pourquoi pas, après tout ce qu'il a fait? » Jonas réfléchit à la façon de répondre. « Parce que lui faire du mal n'annulerait pas ce qu'il a fait, ne ramènerait pas tes parents, ne te rendrait pas plus en sécurité. Qu'est-ce que ça ferait? Ça me rendrait plus comme lui. » Ruby resta silencieuse un long moment, puis elle hocha la tête. « Bien, dit-elle doucement, je ne veux pas que tu sois comme lui. » Moi non plus. Ils restèrent dîner au ranch des Whitfield. Cordelia insista et Jonas n'eut pas l'énergie de discuter. Ruby mangea plus qu'elle ne l'avait fait depuis des jours, des couleurs revenant sur ses joues. « Tu sais, dit Samuel passant à Jonas un verre de whisky, tu aurais pu mourir là-bas. »« J'aurais pu. Qu'est-ce qui t'a fait baisser ton fusil? » Jonas prit une gorgée, laissant la brûlure le calmer. « Quelque chose que ma femme disait, que la haine ne tue que la personne qui la porte. » Femme intelligente. Elle l'était. Jonas regarda Ruby, qui aidait Cordelia à débarrasser les assiettes. Il m'a fallu 6 ans pour comprendre ce qu'elle voulait dire. Et maintenant? Maintenant, j'ai de nouveau quelque chose pour quoi vivre. Je ne peux pas faire ça si je porte de la haine. Samuel hocha lentement la tête. Cette fille a de la chance de t'avoir. C'est l'inverse. Ils rentrèrent chez eux alors que la pluie cessait enfin. Les nuages se séparèrent juste au moment où ils atteignaient la forge, et le soleil de fin d'après-midi se déversa sur Silver Creek comme du miel. Ruby montra le ciel. « Regarde, un arc-en-ciel. » Jonas regarda, l'arc s'étendant à travers la vallée, ses couleurs vives contre les nuages qui se retiraient. « Tu sais ce que ma maman disait sur les arcs-en-ciel? » demanda Ruby. « Quoi? » Elle disait que c'était des promesses, Dieu disant qu'il n'inonderait plus le monde. Elle se pencha contre le bras de Jonas. « Mais je pense que c'est autre chose. »« Qu'est-ce que c'est? » »« Je crois que ce sont des bons jours de la part des gens qui nous aiment, mais qui ne peuvent plus être là. » Jonas sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine. Ce sentiment familier qui avait cessé de signifier la perte et avait commencé à signifier autre chose. « Je pense que tu as peut-être raison, » dit-il. Ils restèrent là ensemble, regardant l'arc-en-ciel s'estomper jusqu'à ce que les étoiles apparaissent. 1 semaine plus tard, le juge Hawkins convoqua Jonas au palais de justice. « Détendez-vous, dit le juge, voyant l'expression tendue de Jonas.
Ce sont de bonnes nouvelles. Quel genre de bonnes nouvelles? Victor Callahan a accepté de renoncer à toute revendication sur Ruby de façon permanente. En échange, le tribunal a recommandé la clémence dans sa condamnation. Jonas sentit un poids se soulever de ses épaules. Il a accepté. Il a demandé une chose en retour. Il a dit qu'il voulait que vous ayez ceci. Le juge tendit une petite boîte en bois. À l'intérieur se trouvait une montre de poche, ternie mais intacte. Elle appartenait à son frère, le père de Ruby. Le juge fit une pause. Il a dit que Ruby devrait avoir quelque chose de son père. Jonas fixa la montre. Pourquoi abandonnerait-il ça? Je lui ai posé la même question. Vous savez ce qu'il a dit? Quoi? Il a dit que vous lui aviez montré quelque chose qu'il avait oublié. Que la famille, ce n'est pas une question de sang, c'est une question d'être présent. Le juge se pencha en arrière. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous deux cette nuit-là, Monsieur Wade, mais quoi que ce soit, ça l'a changé. Jonas ferma la boîte. Puis j'ai donné ça à Ruby. C'est à elle maintenant, légalement. Ce soir-là, Jonas assit Ruby à la table. J'ai quelque chose pour toi. Ses yeux s'écarquillèrent quand elle vide la boîte. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-la. Elle souleva le couvercle. Son souffle se coupa. C'était à papa. Sa voix tremblait. Il me laissait de la tenir quand j'avais peur. Il disait que tant qu'elle faisait tic-tac, le temps avançait et les mauvaises choses finiraient. Elle remonta la montre avec précaution. Elle commença à faire tic-tac. Elle marche encore, murmura-t-elle. Ton oncle voulait que tu l'aies. Ruby leva les yeux, confuse. Oncle Victor, il va partir pour un moment, mais avant de le faire, il m'a demandé de te donner quelque chose de ton père. Pourquoi ferait-il ça? Je pense, Jonas fit une pause, choisissant ses mots. Je pense qu'il a enfin compris quelque chose sur la famille, sur ce qui compte. Ruby serra la montre contre sa poitrine. Je le détestais pour ce qu'il a fait à maman, pour être la raison pour laquelle nous avons dû partir. Et maintenant, je ne sais pas. Elle remonta de nouveau la montre, écoutant son tic-tac régulier. Je ne pense pas, que je puisse lui pardonner. Pas encore. Peut-être jamais. C'est normal, le pardon n'est pas quelque chose que tu dois à qui que ce soit. Mais tu ne le détestais pas à la fin, je l'ai senti. Jonas y réfléchit. J'avais pitié de lui. Il avait passé si longtemps à courir après des choses qui n'avaient pas d'importance qu'il avait oublié ce qui en avait. Qu'est-ce qui compte? Être là, être présent, rester quand les choses deviennent difficiles. Il posa sa main sur la sienne, sur la montre. C'est ça qui compte. Ruby se pencha en avant et l'embrassa sur la joue, rapide et timide comme un oiseau qui se pose et s'envole à nouveau. Merci, dit-elle. Pourquoi? D'être resté. Jonas sentit ses yeux le brûler. Je ne vais nulle part, gamine, tu es coincée avec moi. Bien. Elle sourit, vraiment sourit, le genre de sourire qui illuminait tout son visage. J'aime être coincé avec toi. Cette nuit-là, pour la première fois depuis l'inondation, Ruby dormit sans faire de cauchemar. Jonas s'assit près du feu, la regardant respirer, et sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis 6 ans. La paix. Pas la paix vide de l'abandon, mais la paix pleine d'avoir enfin quelque chose pour quoi se battre et de savoir que le combat était gagné. Dehors, la nuit d'été était chaude et claire. Des étoiles parsemaient le ciel comme des promesses. Et quelque part dans l'obscurité, un oiseau moqueur se mit à chanter. L'été se transforma en automne et l'automne en hiver. Et les saisons changèrent Silver Creek comme les saisons le font toujours. Mais Jonas Wade et Ruby Callahan changèrent avec elle. La forge qui n'avait été qu'un lieu de travail devint autre chose. Jonas construisit une vraie chambre pour Ruby, avec des murs, une porte et une fenêtre qui donnaient sur les montagnes. Il lui acheta un vrai lit chez le fabricant de meubles de la ville. Et Cordelia Whitfield cousit des rideaux assortis à la courte pointe qu'elle avait offerte à Ruby pour Noël. « C'est vraiment à moi? » demanda Ruby, debout dans l'embrasure de sa nouvelle chambre, les yeux écarquillés. « C'est vraiment à toi. » « Pour toujours? » « Pour toujours. » Elle passa la main le long du mur, du montant du lit, du rideau, comme pour s'assurer que c'était réel. « Jonas. »« Oui. J'adore. » Il sentit sa gorge se serrer. « Bien. Maintenant au lit. On a du travail demain. » Elle se glissa sous les couvertures, serrant la poupée que Cordelia lui avait faite, mais avant que Jonas ne puisse partir, elle l'appela. « Attends !» Il se retourna.
Quoi? Tu as oublié quelque chose. Qu'est-ce que j'ai oublié? Bonne nuit. Jonas faillit sourire. Bonne nuit, Ruby. Bonne nuit, papa. Et le mot le frappa comme un coup physique. Il resta figé dans l'embrasure de la porte, le cœur battant. Comment m'as-tu appelé? Le visage de Ruby était nerveux maintenant. C'est d'accord. Je sais que tu n'es pas mon vrai papa, mais... Elle tordit la robe de la poupée dans ses doigts. Tu es comme un. Tu prends soin de moi comme un. Jonas ne pouvait pas parler, ne pouvait pas bouger. Je peux t'appeler Jonas si tu veux, dit rapidement Ruby. Je ne voulais pas. Non, sa voix sortit rauque. Non, c'est bien. Vraiment, vraiment. Elle sourit alors, un sourire éclatant et sincère. Bonne nuit, papa. Jonas sortit de la pièce avant qu'elle ne puisse voir les larmes sur son visage. Le printemps arriva tôt cette année-là. La neige fondit rapidement, faisant monter Silver Creek jusqu'à ses rives, et pendant quelques jours tendus, toute la ville regarda l'eau monter. Mais la rivière se comporta bien, et en avril, le danger était passé. Ruby célébra son 9e anniversaire au ranch des Whitfield. Toute la ville vint, ou du moins les parties qui comptaient. Le shérif Brennan apporta un cheval en bois sculpté qu'il avait fait lui-même. Le révérend Cole apporta un livre d'histoire de la Bible. Madame Price, qui s'était transformée de critique en championne au cours de l'hiver, apporta un gâteau si élaboré qu'il fallut 3 personnes pour le porter. « Fais un vœu, » dit Cordelia en allumant les bougies. Ruby ferma les yeux, réfléchit un long moment, puis souffla. « Qu'as-tu souhaité? » demanda Jonas. « Je ne peux pas te le dire, sinon ça ne se réalisera pas. C'est juste. » Mais plus tard, quand la fête s'était calmée et qu'il rentrait dans la maison, Ruby glissa sa main dans la sienne. « Je n'ai pas vraiment fait de vœux, » dit-elle doucement. « Non, non, parce que j'ai déjà tout ce que je veux. » Jonas serra sa main. « Moi aussi, gamine, moi ça aussi. » La lettre arriva un mardi matin de fin mai. Jonas travaillait à la forge quand le shérif Brennan arriva, une enveloppe à la main. « Ça vient du bureau territorial, » dit Brennan en descendant de cheval. « J'ai pensé que tu voudrais la voir tout de suite. » Jonas s'essuya les mains et prit l'enveloppe. L'adresse de l'expéditeur était une prison du Missouri. Son estomac se noua. « Qu'est-ce que c'est? » demanda Ruby, apparaissant à son coude. « Rentre 1 minute. »« Mais, Ruby, s'il te plaît. » Elle rentra, mais pas loin. Il pouvait la sentir regarder depuis l'embrasure de la porte. Jonas ouvrit la lettre, la lut lentement, puis la relut. « Qu'est-ce que ça dit? » demanda Brennan. « Victor Callahan est mort. » La voix de Jonas semblait lointaine. « Tuberculose. Mort il y a 2 semaines. » L'oncle. Oui, Jonas ne savait pas quoi ressentir. Du soulagement, de la tristesse, un mélange complexe des deux. « Il y a plus, » dit-il, lisant toujours. Il a laissé un testament. Tout ce qu'il avait va à Ruby. L'inventaire du magasin, l'argent qui restait, tout. C'est beaucoup à hériter pour une enfant de 9 ans. C'est en fiducie, je le gère jusqu'à sa majorité. Jonas plia la lettre. Il m'a nommé fiduciaire, après tout ce qui s'est passé. Je suppose qu'il pensait ce qu'il disait sur le fait de comprendre. Brennan secoua lentement la tête. Les gens sont d'étranges créatures. Oui, ils le sont. Après le départ de Brennan, Jonas assit Ruby et lui dit la vérité, simplement, directement, comme il le faisait toujours. « Ton oncle Victor est décédé, dit-il. Il était malade depuis un moment. » Ruby resta silencieuse un long moment. « Suis-je censé être triste? » « Tu es censé ressentir ce que tu ressens. Il n'y a pas de censé à ce sujet. »« Je ne sais pas ce que je ressens. » Elle se rongea les ongles. « Il me faisait peur, il a fait du mal à maman. Mais ensuite, il t'a donné la montre de papa et maintenant il est parti et je... Tu quoi? J'ai l'impression que je devrais pleurer, mais je ne peux pas. » Elle leva les yeux vers lui, les yeux confus. « Est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne? » Jonas la serra contre lui. « Non, ma chérie, ça fait de toi un être humain. Parfois, nos cœurs ont besoin de temps pour comprendre les choses. » « Combien de temps? » « Autant qu'il en faudra. » Ruby se pencha contre lui. « Seras-tu là pendant que je comprends? » À chaque étape du chemin, elle le serra plus fort. 2 jours plus tard, ils enterrèrent le souvenir de Victor Callahan, de la seule manière que Ruby connaissait. Elle fit un dessin, non pas de l'homme lui-même, mais de 2 frères debout côte à côte, l'un d'eux tenant la main d'une petite fille.
C'est comme ça que ça aurait dû être, dit-elle en montrant le dessin à Jonas. Si les choses avaient été différentes. C'est magnifique. On peut le brûler comme j'ai fait avec la lettre à maman et papa, si c'est ce que tu veux. Ils firent un petit feu à l'extérieur de la forge. Ruby tint le dessin un long moment, puis le plaça sur les flammes. Au revoir, oncle Victor, dit-elle doucement. J'espère que où que tu sois, tu n'es plus en colère. Le papier se recroquevilla, noirci et disparut. Tu penses qu'il m'a entendu? Demanda Ruby. Je pense que oui. Elle hocha la tête et regarda la dernière braise s'éteindre. Jonas? Oui. Je lui ai pardonné. À l'instant, je ne pensais pas que je pourrais, mais je l'ai fait. Jonas passa son bras autour de ses épaules. C'est la chose la plus courageuse que tu aies faite jusqu'à présent. Plus courageuse que de parler au tribunal. Bien plus courageuse. Elle sourit à travers ses larmes. Bien, je craignais de perdre la main. La chaleur de l'été revint, féroce et impitoyable. Mais elle semblait différente cette année. Moins comme une punition et plus comme juste du temps qu'il fait. Ruby avait grandi de 3 pouces depuis l'inondation. Ses cheveux avaient poussé, sa voix s'était renforcée, son rire était plus fréquent. Elle aidait Jonas à la forge la plupart des jours, apprenant à actionner le soufflet, à trier les clous, à maintenir le feu à la bonne température. « Tu deviens doué pour ça, lui dit Jonas un après-midi. Cordelia dit que je deviens doué pour tout. Elle n'a pas tort. Ruby sourit et pompa le soufflet plus fort. Hey Jonas. Oui. Penses-tu parfois à te remarier? La question le prit au dépourvu. D'où ça vient? Cordelia dit qu'un homme a besoin d'une touche féminine dans la maison. Ruby haussa les épaules. Je me demandais juste si tu y pensais parfois. Jonas posa son marteau. Je pense à beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire que je vais toutes les faire. Mais le ferais-tu si tu rencontrais quelqu'un? Ruby, de quoi s'agit-il vraiment? Elle arrêta de pomper. Son visage devint sérieux. Je ne veux juste pas que tu sois seule. Tu fais tout pour moi, mais qui fait des choses pour toi? Jonas sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Cette fille qui avait tout perdu s'inquiétait qu'il soit seul. Je ne suis pas seul, dit-il. Je t'ai, toi. Mais je ne suis qu'une enfant. Tu n'es pas juste quoi que ce soit. Il s'approcha et s'accroupit devant elle. Écoute-moi. Avant que tu n'arrives, je ne faisais qu'exister, je vivais machinalement. Tu m'as donné une raison de me réveiller, de travailler, de me soucier de demain. Mais, pas de mais, si jamais je rencontre quelqu'un, j'y penserai. Mais en ce moment, j'ai tout ce dont j'ai besoin, ici même. Ruby étudia son visage. Tu le penses vraiment? Croix de bois, croix de fer. Elle jeta ses bras autour de son cou. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, ma grande. L'anniversaire arriva plus vite que Jonas ne s'y attendait. 1 an depuis l'inondation, 1 an depuis qu'il avait sorti une fille silencieuse et brisée de l'eau, et que toute sa vie avait changé. Ruby se réveilla ce matin-là plus silencieuse que d'habitude. Jonas lui laissa de l'espace, sachant qu'elle avait besoin de temps pour gérer ce qui bouillonnait en elle. Mais après le petit déjeuner, elle vint le voir avec la montre de son père dans les mains. « On peut aller à la rivière? » demanda-t-elle. « Tu es sûr? » J'ai besoin de dire au revoir correctement cette fois. Pas parce que j'ai peur, mais parce que je suis prête. Ils marchèrent jusqu'à l'endroit où le chariot des Callahan avait basculé. L'eau était calme maintenant, douce, rien à voir avec le monstre qui avait déchiré le monde de Ruby. Elle se tint au bord pendant un long moment, regardant le courant. « Maman, papa. » Sa voix était stable. « Vous me manquez tous les jours. Je pense à vous quand je me réveille et quand je m'endors. Je vous vois dans les arcs-en-ciel, dans les orages et dans tout ce qui est beau. » Jonas se tenait derrière elle, proche mais pas trop. « Je vais bien maintenant. Je sais que vous vous inquiétiez pour moi. » Mais Jonas m'a trouvé. Il m'a sorti de l'eau et m'a donné une maison et une famille. Elle serra la montre plus fort. « C'est mon papa maintenant. Pas à votre place, mais grâce à vous. Parce que vous m'avez appris à quoi ressemble l'amour. » Une brise se leva, agitant ses cheveux. « Je vais m'en sortir, dit Ruby. Je vais grandir, être forte et faire des choses qui vous rendraient fière. Et quand j'aurai peur, je me souviendrai de ce que tu as dit, maman. Que le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur, c'est d'avoir peur et de faire la chose quand même. » Elle embrassa la montre et la tint au-dessus de l'eau. « Je vous aime pour toujours et à jamais. »
Puis elle la retira. Jonas haussa un sourcil. Je pensais que tu allais la jeter. J'allais le faire, mais ensuite j'ai réalisé. Elle regarda la montre. Il ne s'agit pas de les laisser partir. Il s'agit de s'accrocher à ce qu'ils ont fait de moi. Elle glissa la montre dans sa poche. Rentrons à la maison. Ils retournèrent à Silver Creek ensemble, et la rivière continua de couler derrière eux, paisible et inchangée. Un mois plus tard, la foire du comté arriva en ville. Ruby participa au concours d'art avec un dessin sur lequel elle travaillait depuis des semaines. Elle ne laissait pas Jonas le voir, le cachant sous son lit et ne le sortant que lorsqu'il était à la forge. « Et si je ne gagne pas ?» demanda-t-elle le matin du jugement. « Alors tu ne gagnes pas, mais tu as quand même créé quelque chose qui compte plus que n'importe quel ruban. On dirait quelque chose qu'un papa dirait. C'est parce que j'en suis un. » Elle roula des yeux, mais elle souriait. Les résultats tombèrent cet après-midi-là. Ruby n'obtint pas la première place. Elle obtint la deuxième, ce qui lui valut un ruban bleu et un petit prix en argent. « Deuxième place, dit-elle en regardant le ruban. C'est bien. C'est super, surtout pour ton premier concours. Et si j'avais eu la première, alors ça aurait été super aussi. » Elle rit et épingla le ruban sur sa robe. Mais Jonas ne se souciait pas du ruban. Il se souciait du dessin. Ruby l'avait enfin laissé le voir. Elle y montrait un homme et une fille debout ensemble devant une forge. L'homme était grand, avec de larges épaules et des mains usées par le travail. La fille était petite, rousse, souriante. Au-dessus d'eux, faible mais claire, se trouvaient trois silhouettes observant depuis les nuages. Une femme, un homme, un petit garçon. « C'est maman et papa, » expliqua Ruby. « Et ça, c'est ton Sam, qui veille sur nous. » Jonas ne pouvait pas parler. « Tu aimes? » Il la serra dans ses bras si fort qu'elle couina. « J'adore. Tu m'écrases. »« Je m'en fiche. » Elle rit contre sa poitrine. « Tu es si bizarre. »« Tu es plus bizarre. »« Pas du tout. »« Si. » Ils restèrent là au milieu de la foire du comté, se tenant l'un l'autre pendant que le monde continuait de tourner autour d'eux. 2 ans jour pour jour après l'inondation, Jonas Wade signa des papiers d'adoption. Pas de tutelle cette fois. Une adoption complète. Ruby Ann Callahan devenant Ruby Ann Wade. Le juge Hawkins présidait comme la fois précédente. La salle d'audience était bondée comme la fois précédente. Mais cette fois, il n'y avait pas de peur, pas de menace, juste de la joie. « Ruby, » dit le juge, « comprends-tu ce qui se passe aujourd'hui? »« Oui, monsieur. Jonas devient mon père légal. »« Et est-ce ce que tu veux? »« Plus que tout. » Le juge regarda Jonas. « Et vous, monsieur Wade, êtes-vous prêt à assumer tous les droits et responsabilités de la paternité? »« Je le suis. Promettez-vous de prendre soin de cet enfant, de subvenir à ses besoins, de la guider et de l'aimer comme la vôtre? »« Je le promets. » Le juge sourit. « Alors, par le pouvoir qui m'est conféré, je déclare cette adoption finale et complète. Ruby Ann Wade, vous êtes maintenant légalement et pour toujours la fille de Jonas Wade. » Le marteau tomba. Ruby se tourna vers Jonas, des larmes coulant sur son visage. « Nous sommes une famille maintenant, » murmura-t-elle. « Une vraie famille. »« Nous l'avons toujours été. » Il la souleva et la fit tourner. « Maintenant, on a juste le papier pour le prouver. » La salle d'audience éclata en applaudissements. Cordelia pleurait. Samuel faisait semblant de ne pas le faire. Le shérif Brennan se mouchait bruyamment. Même Madame Price dut s'éponger les yeux. Dehors, le soleil d'été brillait. Le ciel était clair et quelque part au loin, le tonnerre grondait, promettant de la pluie. « Tu entends ça? » demanda Ruby en levant les yeux. « Entendre quoi? L'orage qui arrive. Tu as peur? » Elle secoua la tête. « Plus maintenant. J'aime les orages maintenant. Ils me rappellent la nuit où tu m'as trouvé. » Jonas baissa les yeux sur sa fille. Sa fille. Le mot ressemblait encore à un miracle. Tu sais à quoi d'autres les orages me font penser? À quoi? Que parfois la pire chose qui vous arrive mène à la meilleure. Il prit sa main. Je vivrais sans inondation si cela signifiait te trouver à la fin de chacune. Ruby serra sa main. C'est la chose la plus sentimentale que tu aies jamais dite. Probablement. J'adore quand même. Je sais, ils rentrèrent chez eux ensemble, père et fille, tandis que le tonnerre se rapprochait et que les premières gouttes de pluie commençaient à tomber. Ruby inclina son visage vers le ciel, laissant l'eau toucher sa peau. « Tu te souviens quand j'avais peur de ça? » « Je me souviens. »
Maintenant, j'ai juste l'impression de rentrer à la maison. Jonas s'arrêta de marcher, regarda cette fille qui était devenue son monde entier. Cet enfant courageux, brillant, magnifique, qui avait survécu à l'inondation et au feu et avait trouvé un moyen de faire confiance à nouveau. Ruby? Oui, merci. Pourquoi? De m'avoir laissé rester. Elle fronça les sourcils. C'est toi qui es resté pour moi. Non. Jonas secoua la tête. Tu aurais pu continuer à fuir. Tu aurais pu rester silencieuse pour toujours. Tu aurais pu refuser de laisser quiconque entrer. Mais tu ne l'as pas fait. Tu m'as laissé rester dans ta vie. Cela a demandé plus de courage que tout ce que j'ai fait. Ruby resta silencieuse un moment, puis elle jeta ses bras autour de lui. Nous sommes restés l'un pour l'autre. Oui. Sa voix se brisa. Je suppose que oui. Ils restèrent sous la pluie, se tenant l'un l'autre, tandis que l'orage d'été s'abattait sur eux. Et Jonas Wade, qui avait cru un jour qu'il ne se sentirait plus jamais entier, comprit enfin ce qu'il avait cherché toutes ces années. Pas le pardon, pas la rédemption, pas même l'amour. Juste ça. Juste être présent, juste rester. La pluie continuait de tomber, douce et régulière, lavant le monde. Et à ce moment-là, sur cette route, dans cette petite ville où une inondation avait tout pris et lui avait tout rendu, Jonas Wade connut la vérité. La maison n'était pas un endroit qu'on trouvait, c'était quelqu'un qu'on choisissait, quelqu'un qui vous choisissait en retour. Et à la fin, c'était suffisant, c'était plus que suffisant.